Le premier truc qui frappe quand on lance Outer Wilds, c'est la musique du menu est étonnamment triste. Très belle, hein, magnifique. Assez remarquable pour que dès les premières secondes tu dis c'est peut-être pas n'importe quel jeu. Mais pour un jeu qui est censé être sur l'exploration spatiale et que je pourrais conseiller à un gosse, est étonnamment nostalgique. De quoi est-ce que le jeu parle ? Ah, c'est une excellente question. Il y a un but, mais il se révèle très très tard. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant, c'est quand on fait une nouvelle partie, on se réveille sous les étoiles. Et il y a le feu qui crépite, et il y a juste à côté de nous Ardoise qui nous dit « Ok, bah t'es prêt à partir en voyage, prends tes codes de lancement, prends ta fusée, et juste vas-y. » Il y a un premier truc étonnant qui est arrivé très très vite dans le jeu, la fusée en haut de la tour que vous voyez, les codes de lancement pour pouvoir monter la tour sont à l'autre bout du village, et évidemment j'ai voulu faire le malin, évidemment la première fois j'avais la flemme d'aller les chercher, je suis descendu dans la place du village et j'ai vu ce geyser. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? Est-ce que fondamentalement il y a vraiment besoin des codes de lancement ? Peut-être par là. J'ai peut-être fait une erreur. Oh 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 La fusée La fusée... Non Oh là là là, quelle erreur! Je pensais que je bougerais plus que ça dans l'air. C'était... Oh, il y a les crédits, vous êtes sérieux? Vous voyez ça c'est pas banal. Mourir et se prendre les crédits de fin de jeu en mode yes, bien joué, à la prochaine, va jouer à autre chose. Ça veut dire deux choses, soit c'est un jeu où j'ai jamais le droit de mourir, sinon c'est retour à la case départ, mais c'est peu probable. Soit c'est un jeu qui utilise la mécanique de mort de façon très spéciale. Ok, reprenons plus lentement cette fois. Cette adorable planète s'appelle Atrebois, et c'est là que vivent les Atriens. Ils sont bleus, ils ont 4 yeux, ils sont très sympathiques, et ils sont très curieux et très très bons avec la technologie. Et depuis pas très longtemps, ils ont un programme spatial, qui s'appelle le programme Odyssey en français, mais en anglais il s'appelle Outer Wilds. Et on commence là où on commence, parce que sur Atrebois, la tradition, c'est quand un jeune astronaute va faire son premier voyage dans l'espace, la nuit avant, il dort sous les étoiles. C'est pas un hasard si les codes de lancement sont à l'autre bout du village, le but c'est qu'on parle à tout le monde, et comme le jeu est bien pensé, il va y avoir énormément de petits trucs sur la route qui vont nous préparer au voyage à venir. Genre par exemple, regardez-moi ce game design extrêmement clean. Il y a 2 gosses qui veulent jouer à cache-cache. Et ils vont se planquer avec une radio. Et donc évidemment à ce moment-là on t'apprend à utiliser l'onduloscope, qui est un outil qui permet d'entendre les sons de loin. Et tu trouves les gosses grâce à l'onduloscope. Et tu tombes immédiatement sur la grand-mère qui joue de la guitare, qui te dit « Est-ce que tu sais que ton onduloscope, il marche de vraiment vraiment loin ? Et est-ce que tu sais que j'ai fait les instruments de tous les voyageurs qui sont partis avant toi ?» Ah, attendez, mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Oh. Oh. Oh, écoutez! C'est quoi ce jeu? Il est fou! Il y a quelqu'un qui siffle sur la lune! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais... J'ai un très très bon pressentiment vis-à-vis d'Outer Wilds. Vraiment très très bon. Je sais pas vous, mais je me dis que... S'il y a un gars qui siffle sur la lune, ça veut pas juste dire que j'ai des gens à retrouver, ça veut dire que je peux aller sur n'importe lequel des astres que je vois passer dans le ciel depuis tout à l'heure. C'est un appel à l'aventure de fou furieux, c'est l'équivalent sonore de commencer un jeu en étant au sommet d'une falaise et de voir la plaine devant toi, je peux aller partout où je vois. Sauf que là c'est l'espace. Ce terrain de jeu sur lequel on est, il est terminable en allant à 2 endroits. Vraiment. Il faut en moyenne 15 heures à peu près tout le monde pour finir Outer Wilds, mais finir le jeu c'est aller à un endroit puis aller à un autre. Grand max 10 minutes. Il faut 15 heures à tout le monde parce que c'est le temps de comprendre. Il n'y a jamais aucune clé, il n'y a jamais aucun pouvoir qui vous empêchera d'aller quelque part. Le seul truc qui détermine si vous êtes proche ou pas de la fin du jeu, c'est la quantité de trucs que vous avez compris. Et vous pouvez aller partout. Il y a un truc qui brille un peu plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il reste 2 ou 3 trucs intéressants à faire dans le village, s'entraîner à piloter la fusée avec la petite maquette adorable par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a un succès si vous arrivez à la poser sur la lune ? Puis on apprend à pas s'approcher de la matière fantôme. Vous voyez les cristaux bleus là, très jolis. En fait ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'œil nu, seulement en photo, et qui tue les gens s'ils s'approchent trop.
Apparemment, c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans le système solaire et ça se dissout naturellement au fur et à mesure du temps. Donc dans un siècle ou deux, il n'y aura plus besoin de la barrière. Aussi, la partie que vous êtes en train de regarder, c'est pas la deuxième, c'est la troisième parce que pendant la deuxième partie, je suis rentré dans l'enclos avant de lire les instructions. Voilà. Il y a aussi apprendre à utiliser le veilleur, qui est un petit robot qu'on envoie pour prendre des photos, là où on peut pas aller, on peut prendre des photos de nous-mêmes. Et puisqu'on a enfilé la combi, c'est le moment de descendre dans les grottes de la planète jusqu'à un endroit qui s'appelle la grotte zéro gravité, où vous pouvez vous entraîner à vous déplacer en zéro gravité, utiliser les propulseurs sur la combi. Vous savez que la roche d'Atrebois est percée de milliers de diamants qui scintillent comme des étoiles, et vraiment une fois dans la grotte antigravité, si on éteint les lumières, on a l'impression d'y être. Et notre dernière étape avant de partir dans l'espace, c'est le musée, qui est tout au fond du village, et on a l'objet le plus important du jeu à récupérer ici en fait, et c'est pas les codes de lancement. Le musée, c'est une collection de 1000 trucs incroyables qui vont nous attendre dans l'espace. Il y a des pierres qui inversent la gravité, il y a des petits poissons aliens adorables, il y a un caillou qui bouge quand tu le regardes pas. Et il y a un expo en papier mâché sur les stades de vie d'une étoile. J'ai pas dit que tout serait incroyable. Surtout, il y a les Nomai. Si vous vous attendiez à ce que j'aille explorer des cailloux vides, non. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans le système solaire avant nous. Il y a une race apparemment extrêmement avancée qui vivait sur quasiment toutes les planètes du coin qui s'appelait les Nomai. Et ils sont plus là. Et personne ne sait pourquoi. Et c'est le truc qui, en même temps, inquiète et intéresse le plus les Atriens. Pourquoi il n'y a plus de Nomai ? Et ça c'est l'objet le plus important du jeu. Je suis pas juste la dernière recrue à partir, je suis le premier dans le programme Odyssée à partir avec un traducteur. Ils ont réussi à créer une machine qui comprend le langage des Nomai, donc je suis la première personne qui a une chance de comprendre ce qui leur est arrivé. Et vraiment, c'est ça l'objet le plus important du jeu. 95% des grandes révélations que vous allez avoir dans ce jeu, elles arriveront à un moment où vous avez le traducteur entre les mains. Parce que les Nomai, sans le vouloir, ont laissé un immense puzzle pour expliquer ce qui se passe dans ce système. Ok, du coup, j'ai enfin eu les codes de lancement, merci, et il n'y avait plus rien pour m'empêcher de partir. Si, il y a quand même une statue Nomai qui a fouillé dans mon cerveau quand même. Est-ce que les Atriens savaient que les statues pouvaient faire ça ? Non, d'ailleurs ils vont pas vous croire, et le jeu a aucune intention de vous filer la moindre explication, en tout cas pas à ce moment-là. C'est le premier exemple d'une très longue liste de dès qu'il vous arrive un truc sur Outer Wilds, vous avez plein de questions et pas beaucoup de réponses. Et du coup, bah c'est l'heure, hein. Et après avoir passé autant de temps à se préparer à l'espace dans le village, quand on va vraiment te confier la fusée pour la première fois, il y a un léger stress. C'est le... Ok, alors, c'est le grand moment. Dans les simulations, quand je conduisais la petite, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas une seule fois où je l'ai pas crash. Donc chill, on y croit. On se concentre.
partir de là, on est évidemment libre d'aller dans n'importe quelle direction. La chose logique à faire serait d'aller sur la lune d'Atrebois, parce que c'est pas loin, parce que c'est sûr, et parce que la première pierre qu'on nous a donnée dans le musée, parlait d'une installation Nomai sur la lune. Donc c'est le premier indice. Si t'as 5 de QI, tu vas sur la lune. Mais personne va sur la lune, personne va sur la lune. On vient de nous filer une fusée, on peut aller où on veut, on a l'espace tout entier, personne va sur la lune. Dans mon cas, je me suis souvenu de quelqu'un dans le village qui m'avait dit il y a 2 endroits où personne n'a jamais atterri. C'est Sombron, c'est la planète la plus éloignée du système solaire, et c'est l'Intrus, qui a un astéroïde qui se balade. Et j'ai fait ah, personne n'est jamais allé sur l'Intrus. Il est droit devant moi. Il va passer devant ou derrière le soleil? Derrière, merde, on peut peut-être l'intercepter. Il y a 2 trucs auxquels l'entraînement avec la mini-fusée maquette m'avait absolument pas préparé. D'abord, il n'y a pas d'air dans l'espace. Donc il n'y a pas de freinage naturel, il n'y a même pas de freinage rapide. Ça veut dire que si j'ai accéléré pendant 30 secondes pour aller quelque part comme un idiot, et bah pour m'arrêter complètement, je dois freiner pendant 30 secondes. Ce qui, au moment où tu t'en rends compte pour la première fois, est bien trop tard. Voilà. Ah, je vais trop vite. Arrêtez. Non, reviens. Comment je... Le deuxième truc pour lequel j'étais pas prêt, c'est... Enfin, contrairement à la plateforme en bois, sur Atrebois, les trucs bougent dans l'espace. Ce qui est plutôt rare pour un jeu d'espace, en vrai. Genre, dans Star Citizen, c'est peut-être difficile d'atterrir sur une planète, mais la planète, elle bouge pas. Dans Outer Wilds, ils ont vraiment créé un mini-système solaire avec un système de gravité, et tout tourne autour du soleil, donc il n'y a pas... Comment dire, il n'y a pas vraiment de différence entre se poser sur un truc et rattraper ce truc. Et il part super loin. Ok, pour être sur sa trajectoire, faut que les flèches soient genre... Faut que je comprenne un truc avec les flèches. Ça veut dire que je suis trop haut. Flèche vers le haut, ça veut dire que je suis trop haut ou que je suis trop bas? Oh, quel enfer. Non mais il bouge aussi. Enfin, elle bouge toutes, mais... Oh, oh, j'étais si close. Non mais c'est trop dur. Non mais les amis, vous vous rendez compte de la difficulté du truc? Ah, j'ai paniqué. Oh, c'est une horreur. Oh, c'est un cauchemar. Comment... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, je suis dessus. Oh, j'étais tellement... Oh, j'étais tellement en stress. Attendez, combinaison. Oh, mais je suis dessus, mais quelle dinguerie! Non, mais quelle dinguerie! Non, mais j'espère que vous êtes fiers de moi. Qu'est-ce que je fous ici? Par contre, vraiment, si je fais un jump... Le truc est minuscule. Je fais un jump malencontreux. Je pars dans l'espace. Hein. Et c'est vraiment, c'est terminé. Qu'est-ce que je suis censé trouver ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux descendre là-dedans? Non, c'est de la glace, c'est de la glace, ok. Sur cet astéroïde, j'ai découvert une navette, et pas une navette à moitié rapiécée, à moitié en bois, style Atrien, donc probablement une navette Nomai. Le problème, c'est que ce que j'ai appris d'important avait rien à voir avec la navette. Ce que j'ai appris d'important pendant ce voyage, c'est que dans l'espace, t'as pas le droit à la moindre seconde d'inattention. Et aussi, j'ai appris la différence entre une orbite circulaire et une orbite elliptique. Attendez, le vaisseau! Il est de quel côté le vaisseau? Ah! Quoi? Mais... Il y avait pas un système... Il y avait pas un système pour le ramener. Il me reste 20 secondes d'oxygène et la fusée est à 2 km, let's go. J'aimerais vraiment vous dire que j'ai trouvé une façon brillante de m'en sortir, mais non, que dalle, hein. Je me suis fait taxer ma fusée par l'attraction du soleil et je suis mort 30 secondes après de manque d'oxygène. Et c'était ma première expédition dans l'espace et elle s'est terminée au bout de 5 minutes. Faut que c'est terminé, messieurs, dames. Il respire vraiment très très fort. Et j'ai plus de carburant. La bonne nouvelle, c'est que je me suis pas fait envoyer au crédit pour la 3e fois.
À ce moment-là, je me suis juste dit, ok très bien, le jeu a enfin compris comment les sauvegardes marchent, je vais pas être obligé de revenir au crédit à chaque fois que je meurs. Impeccable. D'ailleurs, mon personnage se souvient des codes de lancement, donc je peux juste aller à la fusée, j'ai pas besoin d'aller les rechercher. Et au moment où je vais monter dans la fusée, Ardoise me dit, mais où est-ce que tu vas? C'est ton premier voyage dans l'espace. T'as oublié d'aller chercher les codes de lancement. Et je veux bien qu'Ardoise soit pas au courant que je suis allé dans l'espace, et puis je suis mort, et puis je suis réapparu, parce que c'est un jeu vidéo, et que dans n'importe quel jeu vidéo, quand tu meurs, on fait semblant qu'il s'est rien passé, et on te remet en arrière. Mais quel est l'intérêt pour un jeu d'insister sur le fait que mon personnage se souvient de quelque chose qui vient d'arriver alors que tout le monde autour de lui non? D'un pur point de vue de game design, qu'est-ce qui peut bien motiver ça? À la vitesse à laquelle la vidéo progresse, je dirais que vous avez à peu près 5 minutes pour comprendre par vous-même et après j'explique. Du coup, prêt pour une autre expédition? Cette fois, on va faire un truc facile, une planète grosse avec la taille pour se poser, pas très loin si possible. On va aller sur Gravité. Et on va découvrir que toutes les planètes d'Outer Wilds sont très surprenantes, chacune à sa façon. Sur Gravité, l'ordre des surprises fait, ok, il y a une lune, et elle est volcanique, et elle bombarde la planète. Et au fait, le sol s'effondre quand il se fait bombarder parce qu'en fait, la planète est creuse, parce qu'en fait, il y a un trou noir dedans. Déjà, elles sont surprenantes, mais aussi c'est impossible de se balader 20 secondes dessus sans tomber sur quelque chose d'intéressant à trouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immense, c'est blanc, il y a une colonne de lumière qui part du ciel, il y a une balise de détresse qui fait un bruit horrible. Clairement, les devs avaient envie que je trouve ça, même plutôt facilement, probablement tôt dans le jeu. Et probablement que mes potos du programme Odyssey l'ont déjà vu ce machin, mais comme je suis le premier avec un traducteur Nomai, je suis le premier qui peut dire exactement à quoi ça sert. Et il se trouve que ça a la balise de détresse parce que c'est une capsule de sauvetage. C'est pas un vaisseau entier, c'est une capsule de sauvetage lancée depuis un vaisseau. Alors déjà, c'est la confirmation d'entrée que les Nomai viennent pas de ce système solaire, ils sont arrivés ici. Ensuite, c'est marqué tout en haut, leur vaisseau a eu un problème, on sait pas lequel. Ensuite, ils ont lancé 3 capsules, c'est marqué, on est dans la numéro 1, mais ils en ont lancé aussi 2 et 3. Et surtout, question principale, une fois que les habitants de la capsule 1 se sont écrasés sur Gravité, ils sont allés où? Bon, étant donné qu'à la surface, il y a une lune qui bombarde tout ce qui passe, ils sont probablement allés à l'intérieur. Et mettons-nous à leur place 2 secondes. Ils viennent de survivre à la destruction de leur vaisseau, ils viennent d'atterrir en catastrophe sur une planète qu'ils connaissent pas. La logique veut qu'au début ils aient essayé d'établir un campement. Et comment tu construis un campement sur une planète pareille? Bah, t'as pas 30 000 autres options que de l'attacher au plafond en fait. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce village? On trouve les messages qu'on trouverait dans un camp de réfugiés avec des gens traumatisés. En fait, ils ont perdu leurs proches et c'est le premier truc dont ils parlent. Il y a ce gars Tatch qui a perdu sa tante Melora, il y a une certaine Plume qui cherche son mari qui s'appelle Kik, il y a Kusa qui a perdu Folly, qui est probablement sa femme. De toute évidence, il y avait tout un tas de familles différentes à bord de ce vaisseau et ils ont absolument pas tous pu monter dans la même capsule. En parlant du vaisseau, ils ont noté ce qui lui était arrivé. Le vaisseau a suivi quelque chose et il s'est fait attaquer par cette espèce de machin noir, il s'est fait enfermer à l'intérieur et là, à la fin, les 3 capsules s'enfuient. En notant qu'il y en a une qui est restée coincée. C'est extrêmement flou comme information, mais c'est dessiné par des gens pour qui c'est arrivé il y a 10 minutes et c'est ce qu'ils ont eu l'impression de voir depuis l'intérieur du vaisseau. Donc on sait pas exactement ce qui leur est arrivé. Ce qui est important, c'est ces gens ont choisi de noter le plus important, c'est-à-dire les proches qu'ils avaient perdus et ce qui venait de leur arriver au vaisseau. Et ils ont choisi, dans cette situation, de prendre du temps pour dessiner ça. Et ça, c'est le signal qui suivait quand ils sont arrivés dans ce système solaire. Ils sont ici à cause de ça. Et pourquoi ils l'ont suivi jusqu'ici? À cause d'un bête truc qu'ont relevé leurs outils de mesure pendant les quelques secondes où ils ont capté ce signal, selon lequel apparemment ce truc est plus vieux que l'âge connu de l'univers. Ce qui n'est pas possible. Le signal peut pas être plus vieux que le début de la création. Mais les outils disent ça, donc ils sont venus jusqu'ici. Et on sait pas trop ce qui s'est passé après, parce que vous voyez qu'il y a quasiment aucun objet, quasiment aucun meuble dans cet endroit, donc c'était un camp provisoire, et ils sont partis.
Il va falloir trouver où ils sont allés ensuite. La réponse à où ils sont allés peut s'apprendre de 1000 façons différentes parce que c'est la nature de ce jeu, mais la plus simple consiste juste à lever les yeux et à se dire c'est quoi cette partie du campement qui est à l'écart, qui brille d'une espèce de légère lumière violette. Et si tu y vas, tu découvres ces étranges pierres. Elles marchent pas parce qu'elles sont cassées, mais c'est la même pierre anti-gravité que vous avez vue dans le musée et qui permettait de marcher sur le mur. Et donc elles sont originaires de gravité, et donc elles ont été découvertes et minées par les Nomai, parce que ça, c'est une carrière. Et là, vous venez de comprendre comment ces ingénieux Nomai ont appris à utiliser ces pierres pour se déplacer sur une planète où il n'y a effectivement pas de sol. Mais si vous arrivez jusqu'au bout du chemin, sans qu'il y ait rien qui se fracasse sous vos pieds, ou au-dessus de votre tête, ça dépend du point de vue, vous devriez arriver à ce qui est la plus grande cité Nomai découverte à ce jour, la cité suspendue. La quantité de trucs à trouver dans la cité suspendue est absurde, il y a 4 quartiers différents, pour un archéologue c'est un trésor, ils ont tout laissé parfaitement en place, ils ont ces espèces de lits ondulés qui devaient être mieux pour leur dos, ils ont cette incroyable autoroute antigravitationnelle qui leur permet d'aller d'un quartier à l'autre, ils ont ces bâtons, ils sont posés un petit peu partout, je ne sais pas à quoi servent les bâtons, et ils ont ces grands panneaux sur lesquels ils écrivent, et ça m'a enfin permis de comprendre comment leur texte fonctionne. La première personne pose une question, et chaque boucle, si elle part d'une boucle précédente, ça veut dire qu'elle répond directement à ce qui a été posé là. Et donc les gens qui proposent une première solution développent vers la gauche et les gens qui proposent une solution 2 développent plutôt vers la droite. C'est comme un forum, c'est comme un topic sur un forum, sauf qu'au lieu d'avoir les messages de haut en bas du plus ancien au plus récent, tu vois visuellement les différentes directions dans lesquelles la conversation est partie. À partir du moment où tu as le traducteur, tu peux avoir genre un aperçu dans la vie de ces gens qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années. Apparemment, le truc qui les occupait au moment où cette civilisation s'est éteinte, c'est construire un truc qui s'appelle un générateur de distorsion. Pour un truc qui s'appelait le projet Sablière Noire. Je sais absolument pas ce que c'est, mais je sais que si je vais 3 maisons plus loin, au détour d'un tournant, je vais trouver un message laissé par une scientifique qui s'appelle Poke, qui apparemment était la scientifique la plus douée du coin, et c'est à elle qu'on avait demandé de construire ce générateur de distorsion, et elle est extrêmement stressée, et elle est vraiment pas sûre de si elle peut y arriver. Et si je vais vraiment jusqu'au fond de la ville, je finis par enfin trouver quelque chose de familier, ce fameux signal en forme d'œil qu'ils avaient gardé dans leur camp de réfugiés. Ils sont toujours obsédés par ce truc, ils veulent toujours le trouver, et maintenant ils ont des théories. Pour eux, il y a quelque part dans ce système solaire, quelque chose qui a émis ce signal. Et comme le signal a une forme d'œil, cette chose qui l'a émis, ils l'appellent l'œil de l'univers. Et ils sont sûrs à 2000% que c'est plus vieux que notre univers. Donc il y a 2 théories, soit c'est la chose qui a créé notre univers, soit au minimum, c'était là pour assister à la naissance de notre univers. Dans les 2 cas, ça contient des informations hors du commun, et comme les Nomai sont avant tout des scientifiques, il est hors de question pour eux de ne pas le trouver. Et le drame des Nomai, c'est qu'à la seconde où ils se sont écrasés dans ce système solaire, le signal a disparu. Comme si l'œil avait voulu les attirer ici, puis les abandonner dans ce système solaire, ce qui n'a pas vraiment de sens. Si c'est un phénomène naturel, pourquoi il a soudainement arrêté d'émettre ? Et si c'est pas un phénomène naturel et qu'il a une volonté, pareil, pourquoi il a soudain arrêté d'émettre ? Notez que tous les Nomai sont pas obsédés par la poursuite de l'œil. En fouillant bien, j'ai trouvé du texte de quelqu'un qui s'appelle Ilex et qui dit « On est un peuple de nomades, on devrait voyager à travers les étoiles, on aurait déjà dû réparer notre vaisseau, et à la place on reste ici parce qu'on est obsédé par cet œil et on sait même pas s'il veut qu'on le trouve. » Et vous voyez la façon dont il écrit ? Pas la façon super harmonieuse des Nomai, cette façon complètement chaotique. Au début je me suis dit c'est parce qu'Ilex est un rebelle. Il est pas d'accord avec le reste du clan, et comme les Nomai sont apparemment des créatures très très proches les unes des autres, une fois qu'il est pas d'accord avec le clan, ça se voit, genre il s'est séparé du groupe. C'est peut-être sa faute si tout le monde est mort, j'ai commencé à imaginer des trucs de fou. Sauf que, à peu près 10 minutes après, j'ai trouvé le même type d'écriture. Et ça venait d'une Nomai qui s'appelait Solanum et qui faisait un exposé sur l'espace dans l'école de la ville. Ilex n'est pas un rebelle. Il est très très jeune. Il écrit comme un gosse de 5 ans. Et c'était une découverte tout à fait adorable jusqu'à ce que je réalise que les enfants Nomai, ils sont encore dans la salle de classe.
Et de les voir à leur bureau comme ça m'a fait réaliser un truc que j'avais pas percuté depuis que je suis sur Gravité. Les Nomai sont vraiment morts dans plein de situations différentes tout à fait ordinaires. Il y en a qui étaient en train de manger, il y en a qui faisaient la sieste, il y en a qui étaient en train de prendre l'air dehors dans un parc. Ça ressemble pas à une civilisation qui se fait attaquer, ou qui meurt d'une épidémie. Le truc qui a tué les Nomai les a tous tués en 1 seconde. Bref, j'étais en train de réfléchir à tout ça, et soudain ma première expédition s'est terminée, de la même façon que pour tout le monde. Votre première vraie expédition, vous allez pas mourir après 5 minutes sur un truc stupide, elle va toujours se terminer pareil, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous découvrez. Ça commence par une musique de fin du monde. T'entends ça, tu commences à paniquer un peu, tu te demandes s'il n'y a pas un boss qui va te tomber sur la figure. Tu te dis, je croyais que c'était pas ce genre de jeu. Puis en regardant à droite à gauche, tu finis généralement par réaliser que le soleil est devenu étonnamment rouge et étonnamment gros. Du coup, ouais, tu sors de la ville pour voir ce qui se passe. Maintenant vous savez pourquoi le jeu a introduit ce délire de à chaque fois que tu reviens au camp, Ardoise se souvient de rien et toi tu te souviens de ce qui s'est passé. Si je m'étais mis à jouer super prudemment et à plus jamais mourir jusqu'à la fin du jeu, ils auraient introduit ce scénario pour rien. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'à relativement court terme, il allait se passer un truc qui allait me renvoyer à la case départ quoi que je fasse. Vous voyez, toutes les bonnes histoires avec des boucles temporelles ont un début de la boucle, mais surtout un moment tragique à la fin de la boucle que tu essaies d'éviter à chaque fois. C'est la règle, c'est pas moi qui fais les règles, c'est la règle. Dans notre cas, il s'agit d'empêcher que tous les gens qu'on connaisse finissent carbonisés par une étoile qui explose. C'est un problème, parce que pas perdre sa fusée sur un astéroïde c'est relativement facile, mais je vais être franc avec vous, je sais pas comment empêcher un soleil d'exploser. Mais j'ai 22 minutes pour le découvrir, 22 minutes autant de fois que je veux. Parce que depuis que la statue magique m'a fait quelque chose dans le musée, à chaque fois que je meurs, je reviens au même moment, à mon réveil sous les étoiles. Et il se trouve que c'est précisément 22 minutes avant la fin du monde. Sauf que je me souviens de toutes mes morts. Et donc, boucle après boucle, je peux rassembler des infos sur ce qui se passe dans cet univers. Et peut-être empêcher la catastrophe. Parce que sans le vouloir, vous le savez pas encore, mais sans le vouloir, les Nomai ont laissé là-haut un énorme puzzle de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il y a tellement de pistes, tellement de trucs différents, que c'est impossible de rester pendant plus de 30 secondes sur la même. Je vais vous montrer. Repartons dans l'espace, ok ? Je viens de mourir dans la cité suspendue, mais il restait 20 000 trucs à lire. Logiquement, j'ai envie d'y retourner pour finir d'explorer l'endroit. Sauf que sur la route, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un canon géant, sauf que en bidouillant les contrôles, je peux rappeler une navette. Et la faire repartir. C'est une rampe de lancement. Et on dirait la navette qui était prise dans la glace sur l'intrus, sauf qu'elle a pas de glace sur elle. Ça veut dire, que cette navette va ailleurs, et 2, que la navette sur l'intrus a une autre rampe de lancement, elle est liée à une autre rampe quelque part, et je peux aussi la ramener si je trouve l'endroit. Après 10 minutes, j'ai réalisé que la navette allait nulle part, elle part juste en ligne droite. Accessoirement, si vous faites gaffe à l'orbite des planètes, vous pouvez calculer pour intercepter une planète et atterrir dessus comme ça. T'es extrêmement fier quand t'y arrives, mais ça sert à rien. Enfin si, j'ai appris un truc quand même. Si la navette part dans le vide, c'est parce que pour je ne sais quelle raison, l'endroit où elle était censée aller à la base
n'est plus là. Du coup, je ramène la navette. Et je me dis, s'il n'y a pas d'infos sur où elle est allée à la base dans la navette, il va peut-être y en avoir dans l'aéroport, enfin l'espèce de grande baraque qui est juste à côté du canon de lancement. Et qu'est-ce que je découvre là? La navette, elle appartenait à Solanum. Solanum, la gamine qui faisait des exposés sur l'espace dans l'école de gravité. Apparemment, elle part en pèlerinage. Et les gosses partent généralement pas en pèlerinage tout seuls, donc elle a grandi. Donc ce message a été écrit plusieurs années après celui dans l'école de gravité. Elle dit qu'elle va dans un endroit qui s'appelle la Lune quantique. Je sais pas ce que c'est, mais il y a ce nomai qui s'appelle Bells qui lui dit « Ok, Solanum, si tu as le moindre doute vis-à-vis de ton voyage, n'hésite pas à passer me voir dans la tour du savoir quantique, c'est juste à côté sur Gravité. » Ok. Apparemment c'est bien ici. Ok. Il faut que je descende, en fait elle est sous mes pieds. Je vais descendre dans une seconde, mais... Est-ce que vous avez entendu ça? C'était le bruit d'un truc qui se cognait contre ma fusée. Quoi? Un arbre. L'arbre qui était très clairement pas là 20 secondes plus tôt quand j'ai atterri. Pas plus que cette énorme pète dans mon pare-brise d'ailleurs. Pas plus que cet énorme caillou noir au fond, qui, je réalise peu à peu, commence à vraiment beaucoup ressembler au caillou noir dans le musée. Celui qui bouge quand on le regarde pas. Cette partie du jeu existe pour nous mettre sous le nez un truc qu'on aurait pu réaliser tout seul en levant les yeux. Le gros caillou est censé attirer notre attention, soit parce qu'il ressemble au petit, et on se dit oh il ressemble au petit, soit parce qu'il fait bouger magiquement les arbres de la clairière et il démolit notre vaisseau. Une fois dessus, on lit le message des nomai. Et les nomai disent « Waouh, fascinant, ce rocher a l'air d'être quantique ». Il existe dans tout un tas d'états à la fois, jusqu'à ce qu'une personne consciente l'observe, et à ce moment-là, tous ces états s'écrasent en un seul, et restent en place tant qu'on le regarde. Et puis ils disent « Évidemment, il vient pas de gravité ». Regardez-le, il ressemble pas du tout à la roche de gravité, il est évidemment originaire de la Lune. La Lune qui se comporte exactement comme lui. Et là, tu fais quelle Lune? Excusez-moi, est-ce que depuis le début, sur cette map, il y a une Lune tout entière qui bouge quand on la regarde pas? Je signale aussi que la première fois qu'on a ouvert les yeux, ça ressemblait à ça, alors que la deuxième fois, ça ressemblait à ça. Oh, et les nomai ont laissé un dernier indice sur la pierre. Elle est partie! J'en étais sûr! Oh, je la vois. Il est terrible ce jeu parce que c'est la 50e fois que... C'est la 50e fois que je me fais... emmener dans un truc que j'avais absolument pas prévu de faire à la base. Je la vois. Par contre, je vais arriver trop vite. Elle va passer derrière moi, elle va disparaître. Je vais avoir un sum phénoménal. Je veux pas piloter automatiquement, frère. Je veux... Non, passe pas derrière. Passe pas derrière, au secours. Léviat, dégage! Ah, c'est trop grave. Est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce que je suis foutu, genre? J'ai continué de regarder dans la bonne direction, donc sur un giga malentendu, elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là. Ouais, c'est toi que je veux. Waouh. Attendez, c'est le vrai tryhard là. Il n'y a rien dessus, c'est genre, c'est du gaz. Je peux me poser sur ça ou pas? Comment? Oh! Quoi? Je suis passé dedans? Hein? Mais... Ouais, je suis abattu en fait. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous avez compris ce qui s'est passé?
Quand on traverse l'épaisse couche de nuages qui entoure la Lune, pendant une seconde, le jeu considère qu'on la voit pas en fait. Et donc elle bouge. Et donc si quelqu'un a une idée ou un indice de comment on fait pour atterrir sur la Lune quantique, je prends. En attendant, moi j'avais pas d'idée, et donc je suis retourné à la tour du savoir quantique pour essayer de trouver un indice. Ok, le deal avec la tour du savoir quantique, c'est t'es censé aller tout en bas, puis monter par l'intérieur. Sauf que les routes antigravitationnelles qui montent, elles sont cassées en fait. Et je suis resté bloqué là, comme un idiot. Il se peut que vous sachiez déjà comment monter dans la tour du savoir quantique. Il se peut que vous ayez compris. Dans Outer Wilds, tout est toujours sous notre nez en fait. C'est juste une question de est-ce que vous observez bien, est-ce que vous réfléchissez bien. Mais j'ai pas trouvé. Et j'ai commencé à parcourir la zone, essayer de passer par en dessous, par sur le côté, par un autre endroit dans la carte. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que Gravité m'a rattrapé. Parce que, bon, j'ai voulu faire le malin. À un moment, j'ai cru que l'ascenseur était trop bien pour moi, que je pouvais redescendre à la base de la tour rapidement avec les propulseurs. Bon, vous savez comment ça va se terminer. Je vous précise quand même dans le doute, la barre à droite là, c'est la barre qui indique le fuel pour les propulseurs pour se déplacer en l'air. La barre qui est vide, du coup. J'ai plus de... J'ai plus de carburant. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Ah! Lâchez-moi. Il m'a droppé où? Il m'a droppé super loin, il m'a droppé à 25 km. Il m'a droppé ici. Attends. Tout n'est pas perdu. J'ai juste à m'amarrer à ce machin. Let's go! Nice. Very good. Ok, première leçon en distorsion. Dans Outer Wilds, les trous noirs mènent vers des trous blancs. Ça marche que dans un sens. Donc je peux pas revenir en reprenant le trou blanc dans l'autre sens. Mais les Nomai, qui étaient pas des gens très raisonnables, je réalise de plus en plus, quand ils ont décidé de construire une ville au-dessus d'un trou noir, au lieu de foutre, je sais pas, des filets, n'importe quelle personne normale, ils se sont dit non, c'est pas grave. Tu sais quoi, quelqu'un tombe, c'est pas grave. On construit une station dans l'espace à la sortie, là où il y a le trou blanc. Et on ramène les gens en les téléportant. Et on leur met un petit message à base de oh bah t'es tombé dans le trou noir, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Mets-toi sur la plateforme, attends que la station du trou blanc soit alignée avec Gravité et on te ramène. Donc les Nomai savent téléporter des gens. Voilà une info qui risque d'être sacrément utile par la suite. Plus important encore, ce truc où je viens d'arriver, ce grand symbole jaune, où est-ce qu'on l'a déjà vu? On l'a vu dans le toit de la cité suspendue. Et c'est une arrivée de téléporteur en fait. Ça veut dire que si je trouve l'entrée de ce téléporteur, je peux arriver au sommet de la cité suspendue où il y a probablement un truc de fou à découvrir. Évidemment, je réalise ça, j'essaye de retourner à la cité suspendue. Le problème c'est qu'on était beaucoup plus tard dans la boucle et que la plupart des routes qui y menaient s'étaient effondrées et comment dire? C'est le moment où ça m'est apparu vraiment extrêmement clairement que c'est une planète de mort et que pas un être humain aime Gravité en fait. C'est très grave. Ah! Ok! Et ben yes! Et ben ouais! Et ben à la prochaine! Là c'était là. C'est quoi ça? Sans me faire... alors... Non! J'en peux plus. Je déteste cette putain de planète de mort. Pitié, ne cassez pas tout sous mes pieds. Non. J'ai glissé tout seul. À chaque fois que je vois cet aperçu sur la station dans l'espace et le soleil derrière, j'ai vraiment un vrai sentiment d'échec. Imaginez que vous jouez à Céleste, mais à chaque fois que vous faites une erreur, vous devez revenir de l'autre bout du système solaire. Voilà, jouer sur Gravité, ça ressemble à ça. Le seul intérêt qu'il y a à se faire balader aux quatre coins de cette planète infernale, c'est qu'à un moment, aléatoirement, logiquement, tu vas tomber sur un type qui joue du banjo. Il s'appelle Riebeck, et c'est le premier membre d'Outer Wilds que je rencontre dans l'espace. C'est l'archéologue de la bande, et vous voulez savoir, il est terrifié par l'espace. Il est là que parce qu'il a toujours rêvé de voir la cité suspendue. D'ailleurs, quand on lui a dit qu'on l'avait vu, il était fou de joie. Techniquement, le moment où on l'a vu,
existe plus, techniquement dans cette timeline, on l'a jamais vu, mais il est pas obligé de savoir ça. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la boucle. Le soleil va nous lâcher dans 2 minutes, on n'ira pas beaucoup plus loin. Vous vous souvenez qu'on est parti d'Atrebois, on voulait aller dans la cité suspendue pour lire des trucs? Sauf qu'il y a tellement de choses dans cette map que c'est impossible de pas se perdre au bout de 5 minutes. Je suis tombé sur un canon, puis sur une lune qui bouge, puis sur un pèlerinage de Nomai, puis sur des trous noirs, puis sur des téléporteurs, et je suis là. Et je grille des marshmallows en écoutant du banjo 100 mètres au-dessus d'un trou noir à 2 minutes de la fin du monde. Et c'est un mood. C'est vraiment un mood. Toutes les expéditions sur Outer Wilds vous feront cet effet, vous reviendrez toujours à la case départ en n'ayant trouvé rien de ce que vous cherchiez à la base et en ayant 50 questions de plus, jusqu'à ce que peut-être éventuellement à la fin vous rassembliez toutes les pièces du puzzle. Mais parce qu'il y a des indices absolument partout, Riebeck s'est pas contenté de jouer du banjo. À la fin de notre conversation, il a dit un truc, il a dit... Avec la technologie qu'ils avaient, les Nomai auraient pu s'installer vraiment n'importe où. Ils sont échoués sur gravité, mais ils auraient pu s'installer n'importe où. S'ils ont mis la cité suspendue sur cette planète, c'est que d'une façon ou d'une autre, ils avaient besoin du trou noir. Vous avez probablement envie de voir une autre planète que Gravité, non? Ça tombe bien. Il y avait tous les éléments de la culture Nomai dans la cité suspendue, sauf le plus important, la statue magique. Je ne l'ai vue nulle part. Et c'est normal parce que si j'avais bien lu les explications dans le musée, je saurais qu'elle a été trouvée sur Léviat, qui est une planète où les Nomai sont pas censés vivre, et vous allez vite voir pourquoi. Donc le premier atterrissage, c'est un petit peu la panique, on slalom entre 2 ou 3 typhons, après on est très content de trouver la terre ferme, et dans les 30 secondes qui suivent, on réalise que la terre ferme offre absolument aucune protection contre les typhons en fait. Hein? Quoi? Hein? What? Qu'est-ce qui vient de... Quoi? Quoi? Allez vous faire foutre. Quoi? Oh! Je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Donc les typhons envoient les îles dans l'espace. C'est même possible de les voir passer si on reste en orbite et ça permet de découvrir des petits trucs rigolos, genre la matière fantôme marche pas sous l'eau. Bon, une fois habitué à cette planète de fous furieux, on cherche la personne du programme Odyssée qui a découvert la statue, et on la trouve comme tous les autres. Il s'appelle Gabbro, il joue du hautbois, je crois. Il a pas l'air motivé à faire grand chose. En fait, contrairement à Riebeck et à son banjo, Gabbro il est détendu. Il est très détendu. Le premier truc qu'il dit, c'est « Frérot, si tu regardes un cyclone pendant suffisamment longtemps, t'as l'impression d'être hypnotisé. » Donc il est parfaitement inintéressant jusqu'au moment où il dit « Au fait, est-ce que t'as pas l'impression qu'on est déjà morts tous les deux et que genre le temps se répète ?» Et évidemment, un tout petit peu plus loin sur une autre île, je trouve la statue avec laquelle il s'est lié lui, ce qui veut dire que je suis pas spécial du tout en fait. N'importe qui peut avoir conscience de la boucle temporelle en se liant à une statue. Ça veut dire que c'est pas ma mort qui provoque le retour en arrière. Et ça en fait c'est très facile à vérifier, je peux juste me barrer. Je me barre très loin, au-delà de la portée de l'explosion du soleil.
En fait, je me fais ramener. La boucle n'a rien à voir avec moi. Quelque chose ramène l'univers en entier 22 minutes en arrière, précisément au moment où le soleil explose. Et en fait, si je meurs 10 minutes avant l'explosion du soleil, je reste mort pendant 10 minutes et je me fais ramener en même temps que tout le monde. La seule chose qui me rend un peu spécial, c'est que je garde mes souvenirs boucle après boucle. Pourquoi je garde mes souvenirs ? Très probablement grâce à la statue, mais comment ça marche exactement ? Alors pour savoir comment ça marche exactement, il faut résoudre la première énigme de Léviat, et c'est possible de la résoudre dès le premier moment où un typhon nous balance dans les airs en fait. Parce qu'au moment où tu te retrouves en suspension dans l'espace, normalement tu te dis « Attends, si le typhon peut balancer les îles dans l'espace, alors les îles sont rattachées à rien, elles flottent, et donc c'est possible d'aller regarder ce qu'il y a en dessous. » Et si tu passes sous l'île, tu trouves une entrée pour le laboratoire où les Nomai ont construit les statues. Ce labo, c'est l'endroit où des milliers d'années plus tôt, quelqu'un s'est lié avec une statue pour la première fois. C'était un Nomai à l'époque, pas un Atrien, et il s'appelait Daz. Et Daz avait rien de spécial, il s'était juste porté volontaire parce que la statue, quand elle s'active, elle se lie avec la personne la plus proche. Donc des fois qu'il fallait encore une confirmation que je n'ai rien de spécial dans cette affaire, je me suis lié à la statue parce que j'étais à côté au moment où elle s'est activée, et c'est tout. Pourquoi elle s'est activée ? Ça c'est une excellente question, je sais pas. Mais je peux vous dire ce que la statue fait maintenant. Apparemment, à partir du moment où elle est liée avec quelqu'un, elle enregistre ses souvenirs, peu importe où il est dans le système solaire, et elle les rend pas. Elle les envoie vers un masque. Et c'est apparemment le masque qui rend les souvenirs à la personne. Je suppose, une fois qu'on passe à la boucle d'après. Et du coup, je comprends ce que je vois au début de chaque boucle. Cette chose-là, c'est le masque qui me rend mes souvenirs en fait. Et donc ce que je pensais que la statue faisait toute seule, de me renvoyer mes souvenirs boucle après boucle, en fait c'est fait par deux trucs. La statue et le masque. Je sais pas pourquoi il y a besoin des deux, mais il y a besoin des deux. Maintenant, je sais que ce masque que je vois à chaque fois, c'est pas une imagination de mon esprit, c'est quelque chose de physique comme la statue, je peux le trouver. Et d'ailleurs, je sais où il est. Parce que le boss du labo a gentiment indiqué que les masques sont dans le projet Sablière Noire. Le projet Sablière Noire, c'est le truc qui occupait les Nomai de la cité suspendue. Le truc, c'est que, comme l'obsession des Nomai, c'est de retrouver l'œil, moi j'étais parti du principe que le projet Sablière Noire, c'est un truc qui sert à trouver l'œil. Mais en fait, s'il stocke les masques magiques qui rendent les souvenirs dedans, en fait non, le projet Sablière Noire, il est en rapport avec la boucle temporelle. Donc ce qui a dû se passer, c'est peut-être qu'en cherchant l'œil, ils se sont rendus compte qu'une catastrophe arrivait et qu'ils avaient besoin de revenir dans le passé. Mais puisque ça marche, pourquoi est-ce qu'ils sont morts ? La dernière bonne nouvelle que j'ai qu'on a trouvée dans le labo, c'est je peux voir à l'intérieur du projet Sablière Noire. Parce qu'ils ont dit que les masques étaient là, et ça c'est un appareil Nomai qui leur permet de voir et de se parler à distance. Et en fait, celui-ci montre directement où sont les masques. On voit pas grand chose, mais je suppose que cette bulle remplie d'étoiles, c'est le projet Sablière Noire, il n'y a plus qu'à trouver ce que ça fait forcément quelque chose. Ils auraient pas appelé ça le projet Sablière Noire si c'était juste un endroit pour stocker des masques. Ce qui s'est passé, c'est que ma première expédition sur Léviat s'est arrêtée rapidement, j'avais oublié que j'avais plus d'oxygène, mais est-ce que vous avez remarqué le nombre de masques activés ? Il y en a un pour moi, sans aucun doute, il y en a un pour Gabbro, sans aucun doute, et qui est le troisième ? Ok, ce projet Sablière Noire est super important en fait. Pour une fois, on n'est pas obligé de partir au hasard, la prochaine destination est évidente, parce que Sablière Noire, c'est le nom d'une planète, qui est pas loin. Quand on se rapproche du Soleil, on trouve pas une mais deux planètes jumelles. La Sablière Rouge et la Sablière Noire, qui est pas très noire pour l'instant, mais c'est parce qu'elle est recouverte de sable. Vous inquiétez pas, le sable s'en va. Il va sur Sablière Rouge. Il y a un mouvement naturel de sablier où le sable fait des allers-retours entre Sablière Rouge et Sablière Noire. Le truc c'est qu'au début de notre boucle, il est entièrement sur Sablière Noire, et d'ici à la fin de la boucle, il sera passé sur la Rouge. On le verra jamais faire le sens inverse. Ce qui veut dire qu'au cours d'une même boucle, il faut très précisément choisir où tu vas, parce qu'au fur et à mesure que les secrets de Sablière Noire apparaissent, ceux de Sablière Rouge disparaissent. C'est très difficile dans une vidéo de vous faire comprendre à quel point on se sent écrasé par la tâche. Dans Outer Wilds, on est extrêmement seul avec tout l'univers à sauver. Il y a Gabbro techniquement, mais Gabbro sert à rien. Et un des moments où on se sent le plus écrasé par l'ampleur de la tâche, c'est quand on arrive sur Sablière Noire, le sable commence à s'en aller, les tours commencent à émerger, et là on réalise que cette civilisation a construit un truc de la taille d'une planète. Il y a une série de tours immenses qui font le tour de la planète. Et elles ont l'air d'être alimentées par des panneaux solaires et la construction est gargantuesque, mais je sais pas à quoi elles servent.
L'intérieur de toutes les tours est globalement vide. Il y a quelques textes Nomai à gauche, à droite, mais la première fois que j'ai débarqué sur Sablière Noire, je n'ai rien compris. C'est une des rares planètes où je suis arrivé, je n'ai rien trouvé. Pourtant, évidemment, tout est là, hein. Vous commencez à comprendre comment le jeu fonctionne. Tout est là. Mais, c'était pas des planètes pour moi, je vous dirai pourquoi plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, je voulais juste vous montrer Sablière Noire. Le jeu est de toute façon tellement dense de pistes et de trucs à découvrir que je peux littéralement sauter sur la planète d'en face, et je peux vous parier que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Elle, c'est Chert, elle a un casque en forme d'œuf, c'est l'astronome de la bande, elle est venue ici parce qu'on voit particulièrement bien les étoiles, et elle insiste pour préciser qu'elle est la seule de tout Outer Wilds qui bosse. Et vu que pour l'instant on en a trouvé un qui a trop peur de bouger et un qui fait du pipeau dans son hamac, elle dit probablement la vérité. L'indice important qu'elle donne, elle l'a déjà donné en fait. C'est que si elle pense que c'est un bon endroit pour observer les étoiles, à coup sûr 10 000 ans plus tôt, les Nomai ont pensé la même chose. Et juste à côté d'elle, il y a ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Je pense que si je fais Mumuse 5 secondes avec, vous allez voir à quoi ça sert. C'est un localisateur de lune quantique. Les pierres bleues représentent les planètes, la pierre jaune représente la lune, ça sert à savoir autour de quelle planète elle est en orbite. Maintenant, là où ça devient drôle, c'est que des fois, la machine tourne. Pendant un petit moment, elle tourne comme si elle savait pas où s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme le disent les Nomai qui ont laissé du texte juste à côté, mais ça, on peut le comprendre tout seul, que pendant un moment, la machine la trouve pas. Et les objets quantiques, ils disparaissent pas magiquement, ils sont toujours dans un de leurs états, ils bougent juste entre les états, ça veut dire que, parfois, la Lune est quelque part où la machine n'arrive pas à la trouver. Elle est où quand on la voit pas, cette Lune? C'est comme d'hab, vous pouvez comprendre par vous-même ou je peux vous montrer un des trucs que le jeu a prévu pour le faire comprendre aux joueurs. Imaginons, il y a plein de routes possibles dans Outer Wilds, imaginons qu'au début, au lieu de faire les malins avec l'intrus, on ait juste suivi l'indication sur la pierre du musée, qui disait « Oh, on a construit un truc sur la Lune », et gentiment, on va sur la Lune. Déjà, on aurait trouvé Esker, c'est la personne la plus âgée du programme Outer Wilds, il est tout seul sur la Lune et il s'ennuie pas mal parce que personne vient jamais lui rendre visite, parce que personne veut aller sur la Lune. Alors d'après ce qu'il dit, Chert lui rend quand même visite de temps en temps, ce qui est bien parce que Riebeck a beaucoup trop peur de l'espace pour faire des voyages pour ça, et Gabbro sert toujours à rien. Notez qu'en plus de moi, il y a un 5e membre du programme Outer Wilds qui pourrait venir rendre visite à Esker, sauf que c'est un cas compliqué, on en parlera plus tard. Du coup, Esker, c'est la version de l'espace du pauvre grand-père négligé par ses petits-enfants, et c'est extrêmement triste. Grillons un marshmallow 5 minutes avec lui. Hein. Désolé Esker, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si on avait continué, on aurait trouvé le seul truc vraiment important à trouver sur la Lune, qui est ça. Qui est un localisateur de planète. Si je mets la bille sur le symbole d'une planète, je capte son signal. Regardez, je la mets sur Léviat, j'entends le typhon. Je la mets sur Gravité, j'entends le trou noir. Et il y a une case œil. Ce localisateur, c'est le premier truc que les Nomai ont construit pour essayer de trouver l'œil. Et quand je mets signal sur l'œil, elle se met à tourner sans trouver, exactement comme un certain localisateur de lune que je connais. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Si les Nomai ont construit pour trouver l'œil un localisateur qui sert aussi à trouver Gravité et Léviat, ça veut dire que pour eux l'œil est un astre. Un astre quelque part dans le système solaire. Mais un astre qui apparemment envoie pas de signal, et donc n'importe quelle machine qui essaye de le localiser tourne bêtement en rond. Ce qui veut dire que ce 6e endroit où la Lune va en orbite quand on la voit pas, c'est l'œil. C'est peut-être comme ça qu'on va sur l'œil. Bon, c'était pas vraiment ma mission à la base, moi je suis là pour empêcher le soleil d'exploser, mais c'est un truc après lequel les Nomai courent depuis 10 000 ans. Ça vous dirait pas qu'on attrape une lune qui bouge? Ok, l'astuce pour attraper la lune errante. Vous vous souvenez la première fois que je suis allé sur Léviat et que je suis tombé face à cet énorme typhon? Je me suis posé aucune question. Je vous jure, dans mon premier let's play de Outer Wilds, je suis tombé face à ce typhon et je me suis dit « Ah, intéressant, allons explorer autre chose ». Et puis beaucoup plus tard, alors que j'étais perdu et que je manquais désespérément de pistes,
j'ai réactivé le signal de la fréquence de la Lune. Celle qui avait le caillou, celle qui avait la Lune. En me disant, il va y avoir d'autres signaux. J'avais raison, bien évidemment, il y avait d'autres signaux. Il est clairement sur les Viet. J'ai pointé l'onduloscope partout sur la planète pour retrouver la piste. J'ai eu un petit problème météorologique à un moment. Oh non, attends. Non, fais pas ça. Ma fusée. Non, ma fusée. Mince. Oh non, je retombe. Oh non. Non, ma fusée. Et c'est à ce moment-là, pas avant, hein, précisément à ce moment-là que je me suis dit oh, peut-être qu'ils l'ont fait aussi gros pour avoir la place de mettre quelque chose à l'intérieur en fait. À l'intérieur, il y a la tour des épreuves quantiques qui a été construite par les Nomai. À l'intérieur de cette tour, tout est quantique, tout se balade, presque tout. Et le but, c'est de passer les épreuves et d'arriver au bout de la tour. Chercher l'arche errante. C'est toi? Toi qui bouge? Ouais, c'est toi, très clairement. Faut juste pas la perdre de vue. Faut vraiment juste pas la perdre de vue, tout va bien. Ok, l'arche est là. Mais alors pour pas la perdre de vue avec tous ces murs, frérot. Oh, ah mince, les instructions aussi, elles sont errantes. Observer un objet quantique, observer l'image d'un objet quantique, il n'y a là aucune différence. Ah! Ok. Dommage. Dommage, mais l'esprit y était. On va le tourner, voilà. Et d'épreuve en épreuve, vous apprenez à maîtriser cette règle de quand vous photographiez quelque chose de quantique, il bouge pas, et à la fin, quand on vous met devant un mur géant avec des cristaux antigravitationnels qui apparaissent et qui disparaissent, vous apprenez rapidement à garder en photo ceux que vous voulez pas qui bougent et à tourner sur vous-même jusqu'à ce que ceux dont vous avez besoin qui bougent se mettent aux bons endroits. Et vous terminez la tour. Et vous voyez très bien où je veux en venir. Parce que je vous ai parlé de la Lune il y a 5 minutes dans la vidéo. Mais si vous étiez un joueur, vous seriez tombé par hasard sur la tour des épreuves quantiques. Ça ferait peut-être 20 heures depuis la dernière fois que vous avez pensé à la Lune pour la dernière fois, mais le game design est super propre parce que immanquablement, 100% des joueurs qui terminent la tour arrivent en haut et se disent « Qu'est-ce que ça dit de beau ?» Ah mais attendez. Ah mais non, mais en fait... Attendez, en fait pour me poser sur la Lune, il suffit que je la prenne en photo. Mais en fait... Mais enfin... Mais si. Bah oui. Complètement idiot. Maintenant, et c'est un testament au fait que dans Outer Wilds, on peut tout trouver juste en étant curieux, figurez-vous que des heures et des heures plus tôt dans le let's play, j'avais déjà atterri sur la Lune, complètement par hasard, sans savoir comment, parce que je m'étais dit, ok, je peux pas atterrir sur la Lune, mais peut-être que je peux envoyer mon petit robot prendre des photos. Ça n'allait pas fonctionner à la fin. Mais... j'ai pris une photo de la Lune au passage, et c'est exactement ce genre d'idée curieuse et originale qui te permet de trouver des trucs dans Outer Wilds. Et vous pouvez pas voir le chat, parce que Twitch a supprimé le chat de ce replay, sans aucune bonne raison, juste pour me rendre malheureux, mais vraiment, c'était juste rempli de gens en train de fracasser leur crâne, parce que j'avais passé complètement au pif une des énigmes les moins intuitives du jeu. Oh, je suis dessus. Pourquoi la dernière fois ça a pas marché? Généralement, quand on dit qu'un jeu récompense la curiosité, ça veut dire au fond de la grotte, il y a une pièce secrète et on te donnera plus 1 de force si tu y arrives. Là, c'est très différent, c'est d'un niveau complètement différent. Si t'es curieux, tu peux tout passer. Toutes les énigmes importantes du jeu peuvent juste se fumer avec de la curiosité. Dans les 5 secondes qui ont suivi, j'ai utilisé cet incroyable coup de chance pour courir à travers la planète, passer la couche de nuages sans faire exprès et perdre la Lune. Oh non. Vraiment ? Et comme j'avais pas compris que j'avais pu atterrir grâce à la photo, j'ai jamais pu revenir pendant des heures. Mais maintenant que j'ai terminé la tour des épreuves quantiques, il est temps de plier cette énigme une bonne fois pour toutes. Donc... la Lune quantique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un Nomai mort, déjà, et une énorme tour, construite par les Nomai, qui évidemment elle aussi se balade quand on la regarde pas. Aussi, si vous trouvez qu'elle a un look différent de la dernière fois, genre il y a de l'eau partout et pas du sable, c'est parce que cette fois on est en orbite autour de Léviat. La dernière fois c'était sablière.
Parce que la Lune se contente pas de bouger, elle prend l'apparence des planètes autour desquelles elle orbite. Et les Nomai ont compris ça très vite. Et c'est pour ça qu'ils ont construit la tour. Et j'ai compris assez vite, pour le coup le jeu a pas eu trop besoin de me le dire, que la tour sert juste à faire du noir en fait. Qu'est-ce qui se passe si on est sur un objet quantique et on éteint complètement les lumières et on le voit plus? Bah, il fait ce qu'il fait à chaque fois qu'on le voit pas, il bouge, mais on est dessus. Du coup on devient quantique aussi et on bouge avec lui. La question c'est cette lune qui prend l'apparence des trucs autour desquels elle orbite. Qu'est-ce qui se passe quand elle est autour de l'œil? Il faut que je ferme, bien sûr. Faut pas que je la voie. Ah mais le sol, je vois toujours le sol. Ah mais ça c'est pour les lights. C'est pour les lights, c'est parfait. Ok. Et de une. Oh, déjà? Oh, oh. Ok. C'est dommage. Bah, ok. Ouais, je vois, je... Prends quête... Non mais... je m'attendais à un truc de fou. Du coup, ouais, il se trouve que quand on est autour de l'œil, la sortie de la tour est coincée et apparemment, peu importe l'emplacement où est la tour. Donc c'est malheureux. Maintenant, dans mon malheur, il m'est arrivé quelque chose de très improbable. J'avais laissé dehors le guetteur qui m'avait permis de prendre la lune en photo et il est tombé par hasard exactement au bon endroit. Qu'est-ce que je... Quoi? Hein? J'ai laissé mon observateur dehors et il voit ce qui se passe, mais comment est-ce que je sors? Comment ça la chance de zinzin? Non, 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 la chance de zinzin, vous avez pas l'habitude de voir un joueur professionnel à l'œuvre, c'est tout ce qui se passe. La chance de zinzin, tout a été prévu il y a bien longtemps. Je me suis spoil par erreur la dernière grande surprise de la lune quantique, c'est dommage, mais c'est pas le problème le plus urgent, c'est comment on passe ce mur. Et c'est vraiment dommage parce que dans une run où j'ai réussi à atterrir par hasard sur la lune quantique et où j'ai compris instinctivement le délire d'éteindre la lumière, je me retrouve bloqué sur la dernière partie et sur la partie la plus simple de l'énigme, ce bête mur. Et je suis vraiment resté bloqué là. Et vous vous souvenez, 15 heures plus tôt dans la run, quand on était sur Gravité et qu'on voulait rentrer dans la tour du savoir quantique, mais je suis tombé bêtement dans un trou noir à la place. Ouais, bah si on avait trouvé comment entrer à ce moment-là, je me poserais pas la question avec le mur. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai pas trouvé immédiatement comment on entre dans cette tour. C'est la faute de la société. C'est la faute de l'industrie du jeu vidéo. Parce que si tu entres dans une pièce et qu'il y a une porte qui est fermée, il faut que tu reviennes avec le bon objet, ou il faut que tu reviennes après avoir battu le bon boss, mais la solution n'est globalement jamais de juste attendre. Parce que les choses n'arrivent pas spontanément dans un jeu vidéo. Tout doit avoir été designé à l'avance par les développeurs. Sauf que la journée de Outer Wilds, elle dure que 22 minutes. Et comme c'est court, ils ont pu designer tout un tas d'événements qui donnent l'impression que des choses arrivent de façon spontanée. Et donc en fait, ouais, des fois la solution c'est de juste attendre. Mais après 20 ans à jouer aux jeux vidéo, t'as vraiment pas l'habitude. Et j'aurais dû savoir comment entrer dans cette tour à la première seconde où j'ai vu un caillou tomber dans le trou noir. Et au dernier étage de la tour, le grand-père Nomai, qui devait donner des conseils pendant 8500 ans à tous les jeunes Nomai qui allaient sur la Lune, a dit « Si tu veux pouvoir te balader sur le 6e emplacement, l'hôtel, c'est comme ça qu'ils appellent la tour, doit être au pôle Nord. » Tout simplement. Vous allez me dire comment est-ce que j'aurais pu deviner un truc pareil? En vrai de vrai, en ouvrant bien les yeux, j'aurais pu remarquer qu'à chaque fois que je débarque sur la Lune, peu importe d'où j'arrive, peu importe le moment, je suis toujours au pôle Sud. Et après, j'aurais pu réaliser que peu importe la forme qu'a la Lune, c'est toujours impossible de marcher au pôle Nord en fait. Il y a toujours une barrière naturelle qui va m'empêcher d'atteindre le pôle. Le tout dernier truc qui reste à comprendre ici, c'est que selon qu'on soit sur la Lune en mode gravité, sablière ou léviate, la barrière naturelle n'est pas à la même hauteur. Donc si par exemple je me fais bloquer à l'équateur, je rentre dans l'hôtel et je passe dans une version de la Lune où la barrière est plus haute. Comme ça je peux marcher encore plus haut, puis je me fais à nouveau bloquer, donc je tourne sur moi-même pour ramener l'hôtel. Et cette fois, je passe dans une version de la Lune où la barrière est à nouveau à l'équateur et comme ça, elle est derrière moi. Et il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller au pôle Nord. C'est le dernier truc à comprendre. Ça, c'est tellement basique qu'il n'y a aucun indice nulle part dans le jeu pour t'apprendre comment le faire. Il faut juste que tu captes. Évidemment, ça m'a pas posé problème. Quiconque aurait regardé le live et prétendrait que ça n'a pas été passé en 10 minutes serait vraiment d'extrêmement mauvaise foi. Et bon, bref, à la fin, on est au pôle Nord.
Plier l'énigme de la lune quantique ne dit pas ce qu'est le projet Sablière Noire, ne dit pas comment arrêter l'explosion du soleil. C'est limite une quête annexe, un truc que tu fais par pure curiosité, mais la récompense finale vaut archi le coup. Parce que là, on va avoir une conversation avec un Nomai. Et pas n'importe quel Nomai, une jeune Nomai qui faisait des exposés sur l'espace quand elle était à l'école de gravité et qui s'appelle Solanum. Vous vous souvenez quand je disais j'aimerais bien savoir à quoi servent les bâtons qui sont un petit peu partout? Les bâtons servent à écrire. Parce que Solanum a vite compris qu'on parle pas la même langue, mais elle me file des symboles sur des sujets importants, et si je lui donne les symboles, elle me dit ce qu'elle sait dessus. Et ce qu'elle a à dire, c'est on est bel et bien en orbite autour de l'œil, mais c'est pas possible de l'atteindre d'ici. En fait, si on passe la couche de nuages, apparemment il y a magie quantique et on se retrouve téléporté au centre du système. Les Nomai viennent en pèlerinage ici, justement parce que c'est le plus proche qu'ils ont jamais réussi à être de l'œil. Après, comme la Lune emprunte l'apparence des astres autour desquels elle orbite, ça doit à peu près ressembler à ça d'être sur l'œil. Et à ça elle répond non frérot, personne peut imaginer comment c'est d'être sur l'œil. Tu sais qu'on pense qu'à la base, c'était une lune normale ici? Tu vois comment les éclats de la lune, une fois qu'ils atterrissent quelque part, peuvent rendre l'environnement quantique autour d'eux, comment ils font bouger les arbres et les pierres. Ouais, on pense que la lune est devenue comme ça parce que c'était le satellite de l'œil. Et si les éclats peuvent juste changer d'emplacement alors que la lune peut changer d'emplacement et de forme, de quoi d'autre encore est-ce que l'œil est capable? Donc on est sur un immense objet quantique, avec on sait pas quels pouvoirs inconnus, qui est suffisamment vieux pour avoir assisté à la naissance de l'univers, voire possiblement y avoir participé. Et donc question de Solanum, et je pense question de absolument tous les Nomai depuis qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui se passe le jour où une créature consciente observe l'œil? Sinon, elle parle pas du soleil qui explose, elle parle pas du projet Sablière Noire, elle a l'air de rien savoir d'autre. Je pense qu'à cause de la proximité de l'œil, le temps s'écoule très bizarrement ici. Elle parle pas du fait que tous les Nomai sont morts, elle est probablement pas au courant. Probablement qu'elle a l'impression d'être arrivée ici il y a quelques heures. Alors que dans mon temps à moi, elle est là depuis des dizaines de milliers d'années. Il y a un truc dont elle a conscience, ceci dit, elle dit c'est probablement la fin du voyage pour moi quoi qu'il arrive parce que je pense que je suis pas entièrement vivante. Pourquoi? Parce que le Nomai mort qu'on a vu en arrivant, c'est elle. C'est la version d'elle qui était sur cette version de la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était sur la Lune quantique, donc elle était elle-même quantique au moment où le truc qui a tué les Nomai a tué tout le monde. Et donc, chaque version possible d'elle qui n'était pas ici dans cette orbite autour de l'œil, est morte. Elle est à 5/6e morte. Si elle venait à quitter cet endroit, elle se retransformerait probablement dans l'une de ses formes qui est plus en vie. Donc, ouais, elle a raison, c'est la fin du voyage, elle peut pas bouger d'ici. Sinon, le truc le plus adorable de littéralement tout le jeu, c'est si je mets la pierre moi et la pierre vous, elle dit qu'on est amis. Voilà, donc je sais pas pour vous, mais moi je suis pote avec Solanum. Bref, j'ai quitté la lune quantique, pour la première fois j'avais résolu une des grandes énigmes du jeu et en plus j'avais gagné un pote. Et j'avais appris une leçon extrêmement importante avec la tour du savoir quantique. Parfois, sur ce jeu, il suffit vraiment juste d'attendre. Parce que si tu prends ton mal en patience sur Sablière Noire, et qu'au lieu de paniquer et de rassembler le plus d'infos que tu peux dans les dernières minutes au moment où le soleil va te péter à la gueule, juste tu restes les fesses posées sur le sable, dans les tout derniers instants, tout le sable s'en va. Et là tu réalises que les panneaux solaires étaient peut-être pas là pour les tours. Vous vous souvenez quand on a regardé à l'intérieur du projet Sablière Noire et qu'on a vu une bulle d'étoiles? Bah le projet est bel et bien sur Sablière Noire, mais c'était pas une bulle d'étoiles, c'était une roche étoilée. Et où est-ce qu'on a déjà vu une roche parsemée de diamants comme ça qui ressemble à un ciel étoilé? C'était sur Âtrebois, c'est un des premiers trucs que j'ai vu dans le jeu. Et quand j'ai dit, quand on nous donne une fusée, il n'y a aucune chance pour qu'on aille juste sur la Lune, il y a un truc que j'ai pas précisé, il y a encore moins de chances pour qu'on reste sur la planète de départ à explorer des trucs. Pourtant, évidemment que les Nomai sont venus sur Âtrebois. Évidemment, c'est une des planètes du système. Et à l'intérieur de la plus haute montagne d'Âtrebois, j'ai trouvé la mine d'où les Nomai sont venus chercher la roche pour protéger le projet Sablière Noire. Pourquoi ils sont venus spécifiquement jusqu'ici chercher cette roche? Parce qu'apparemment, cette roche étoilée d'Âtrebois résiste à n'importe quel niveau de chaleur. N'importe quel niveau de chaleur, genre du niveau d'un soleil qui explose?
Toujours pas de réponse, par contre il y a quelque chose d'extrêmement rigolo. Vous savez pourquoi ils ont miné dans cette montagne ? À la base ils voulaient miner ailleurs, mais il y a un des Nomai qui a dit on risque d'abîmer l'écosystème en fait les amis, et si on mine là où on avait prévu à la base, on va fumer l'environnement de ces adorables petits poissons bleus à 4 yeux. Et ce serait juste dommage. C'est très très bien, c'est très mignon, c'est très adorable, mais je sais pas où aller en fait. La mine sur Atrebois, c'est un peu un cul-de-sac en termes d'indices. Après, ça fait vraiment 1 heure qu'on court partout, on va se poser 2 secondes. Vous voulez une anecdote extrêmement improbable pendant qu'on grille un marshmallow ? Ok. Vous vous souvenez de Heroes ? La série de fous avec Hiro Nakamura dedans, qui pouvait voyager dans le temps ? Ok, l'acteur de Hiro Nakamura s'appelle Masi Oka, et c'est en partie grâce à lui que Outer Wilds existe. C'est lui qui a repéré le petit groupe d'étudiants qui rêvaient de faire un jeu dans l'espace, et qui les a recrutés, et qui a fondé Mobius Digital, le studio qui a fait Outer Wilds. Donc, un jeu sur les boucles temporelles existe, grâce à la thune d'un gars qui est devenu célèbre en jouant un personnage qui bougeait dans le temps, c'était rigolo. Aussi Aya Nakamura. Elle a choisi son nom de scène parce que Hiro Nakamura était son personnage préféré dans Heroes. Bam. Ça c'est une association que vous attendiez pas à voir en lançant la vidéo, hein. Avec la fin de notre super anecdote, il est peut-être temps d'enchaîner sur le dénouement du jeu. Écoutez, c'est très très dur dans une vidéo de vous faire ressentir ce que ça fait, de se paumer pendant 25 boucles, puis de finalement comprendre un truc qui était sous nos yeux depuis le début. Mais je vais faire de mon mieux et je vais le faire en vous parlant de l'intersection d'exploration qui est la plus incroyable dans tout ce jeu. Supposons qu'au début, vous soyez quelqu'un d'extrêmement consciencieux. Vous avez trouvé la pierre dans le musée, vous avez compris qu'elle parlait de la lune, vous avez trouvé le localisateur. Dans le sous-sol du localisateur, vous avez trouvé les Nomai qui disaient « Oh là là mince, on n'arrive pas à trouver l'œil, peut-être qu'il nous faut une machine plus grosse et plus perfectionnée. » Et vous avez continué à remonter ces indices, vous étiez un détective inarrêtable et vous avez compris qu'ils ont construit une version beaucoup plus énervée sur Gravité. Évidemment, c'est une planète de mort, donc vous avez dû sauter de caillou en caillou sans tomber dans le trou noir à travers la moitié de la planète, mais vous avez remonté tous les indices, vous avez rien laissé vous distraire, et vous avez trouvé l'Observatoire Sud. La machine ultra perfectionnée des Nomai qui peut capter toutes les planètes du système et afficher leur emplacement en temps réel. Et vous avez commencé à activer les planètes, de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, hop les sablières, hop, Atrebois, Gravité, Léviathe, Sombrance. Et à la fin, vous êtes arrivé sur l'œil. Et peut-être même, selon votre avancement dans le jeu, que vous vous êtes dit « Oh, c'est vraiment le moment où je vais trouver l'œil !» Puis vous l'avez activé, et il s'est passé exactement la même chose que sur le localisateur sur la Lune. L'Observatoire Sud cherche l'œil et tourne en rond et réussit pas à le mettre à un endroit. Parce qu'il n'y a juste pas de signal. C'est pas une question que la machine n'est pas assez perfectionnée. Il n'y a plus de signal qui vient de l'œil, plus du tout. Et à ce moment-là, vous auriez fouillé dans l'Observatoire et vous auriez trouvé les Nomai faire « Ok, bon frère, il y en a marre, il n'y a pas de signal, très bien, on va trouver l'œil à la vue. Juste visuellement, on va mettre des caméras sur une sonde, on va balancer la sonde et elle va juste voir l'œil et on saura où il est. Et puisqu'il faut qu'elle aille très très loin cette sonde, on va construire un énorme canon qui tirera la sonde et on le mettra en orbite de Léviathe. Ok, attendez, c'est quoi ça qu'on voit à chaque fois ? Le truc qui pète... Oh, c'est la... Je viens de comprendre ce que je vois à chaque fois. je viens de capter ce que je vois à chaque fois à partir de Léviathe. C'est le lancement de la sonde. Vraiment, seconde 1 du game, il me montre la sonde partir de Léviathe à chaque fois. Est-ce que je peux la rattraper ? Non, il pouvait pas la rattraper. Mais surtout, cette histoire signifie que la personne qui se base pas sur la curiosité et l'observation, mais qui suit sérieusement les indices pendant des heures et des heures, après avoir remonté toute l'enquête, elle arrive exactement au même endroit que l'idiot du village qui se réveille début de première partie et qui fait « On est d'accord qu'il y a un truc qui explose là-bas ? Vous voulez pas qu'on aille voir ? » Le canon soulève tellement de questions. Pourquoi il explose à chaque fois qu'il tire ? Pourquoi il tire maintenant alors que les Nomai sont partis depuis X milliers d'années ? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cette méthode atroce pour trouver un astre ? Tu tires une sonde au pif dans l'espace en espérant trouver une planète, c'est comme essayer de taper dans le mille aux fléchettes en ayant les yeux bandés, et sans même savoir si la cible est en face de toi.
Alors à la question pourquoi ils cassent à chaque fois, c'est facile, apparemment les deux Nomai qui gèrent l'endroit sont des débiles. Ils règlent tout beaucoup trop fort, tout le monde sait bien qu'ils règlent tout beaucoup trop fort, les autres Nomai leur ont donné justement une puissance maximale à ne pas dépasser parce qu'ils savaient que c'était des débiles, ils l'ont dépassé quand même, ils ont tiré la sonde trop fort, ok. Je sais toujours pas pourquoi le canon tire que maintenant, mais sur la question de la méthode est horrible, les Nomai ont pas l'air d'accord. Vous voyez, sur le localisateur lunaire et sur l'observatoire sud, ils étaient en mode « Oh là là, on espère que ça va marcher ». Là, sur le canon, ils ont aucun doute. Les deux idiots qui gèrent l'endroit, ce qu'ils disent, c'est « Tu te rends compte qu'on va être les premiers à savoir où est l'œil de l'univers ?» Bah, on va voir s'ils ont raison, hein. J'ai vu la sonde partir en me réveillant. Elle a peut-être une photo de l'œil, qui sait. Alors, la pièce sur le canon qui récupère ce que voit la sonde s'appelle le module de pistage. Et elle est plus là. Je suis désolé, elle est juste plus là. Et si je vais dans une autre pièce, je peux trouver un enregistrement qui me confirme qu'en fait elle est expédiée au moment où le canon explose. Donc elle est dans l'espace. Ça va nous faciliter la vie, ça, c'est bien, ça, impeccable. Sauf si elle est pas partie dans l'espace en fait. Sauf si elle était à portée de se faire attirer par Léviathe. Alors pour savoir ça, faut mettre sa meilleure combinaison, utiliser le fait que le module de pistage soit plus là pour sortir dehors, et aller chercher une autre pièce dont le chemin d'accès a été détruit par l'explosion, mais dont les vitres ont été brisées, et donc tu peux y accéder par l'extérieur. Et là, tu trouves quoi? Les appareils que les Nomai utilisent pour se parler à distance, et il y en a un qui montre l'intérieur du module de pistage. Et de fait, on voit pas l'espace. On voit des éclairs et du corail, qui est un endroit que vous avez déjà vu dans la vidéo. Très brièvement. Ok, donc mon module de pistage, avec une photo de l'œil dedans, quand même, est tombé dans le cœur de Léviathe. L'énigme du cœur de Léviathe, elle est vraiment trop bien, ok? Il y a deux systèmes de défense autour du cœur. D'abord, il y a un courant qui empêche n'importe quoi de plonger sous 10 mètres, et après, il y a une barrière électrique. Et, dans la plus pure tradition des énigmes d'Outer Wilds, tout ça est solvable en 10 secondes, si vous regardez aux bons endroits, vraiment 10 secondes. Mais si vous trouvez pas, il y a des indices partout, et vous pouvez mettre genre 40 boucles à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Globalement, si vous voyez pas, le mieux à faire, c'est d'aller demander à la personne du programme Outer Wilds qui a réussi à aller dans le cœur de Léviathe avant vous. C'est le seul qu'on n'a pas encore rencontré, c'est Feldspar. Feldspar, la légende. Vous voyez, à gauche, en entrant dans le musée, il y a une photo avec les membres fondateurs du programme Outer Wilds. Et parmi eux, le premier pilote, Feldspar. C'est lui qui a survécu à 35 missions suicides pour que le programme puisse décoller. Il montait dans les premières fusées qui avaient une chance sur deux d'exploser. Ils ont gardé le siège de son premier décollage, pas parce qu'ils aiment particulièrement le siège, mais c'est parce que c'est tout ce qui reste du premier décollage. Il est le premier à avoir fait le tour d'Âtre-Bois en vaisseau, il est le premier à avoir atterri sur la Lune, c'est une légende. Et il est porté disparu. Un jour il est parti en expédition, plus donné de nouvelles, personne sait où il est. Et la toute première fois que je suis sorti du musée, tout premier voyage, il y avait un des gosses qui m'attendait en me disant « S'il te plaît, ne disparais pas comme Feldspar, à chaque fois qu'elle parle de lui, Cornet elle est triste, et on n'a pas besoin que ça arrive 2 fois. » S'il avait su que 5 minutes après j'allais perdre mon vaisseau et mourir sur l'intrus, il aurait été extrêmement déçu. Vous vous souvenez de la grand-mère avec le banjo? Elle dit qu'elle est très fière d'avoir construit les instruments de tout le monde dans le programme Odyssée, et notamment l'harmonica de Feldspar. La planète la plus éloignée du système s'appelle Sombronce. C'était une planète gelée avant, puisqu'elle est loin du soleil, c'est logique, et un jour une plante a commencé à grandir à l'intérieur et est devenue tellement énorme qu'elle a fait exploser la planète. Et elle est devenue ce qu'on appelle Sombronce aujourd'hui. Il y a une très bonne raison pour laquelle je suis jamais allé à Sombronce encore. Personne n'a envie de s'approcher de Sombronce. Je savais que je trouverais rien d'intéressant sur mes intrigues parce que même les Nomai se sont jamais installés sur Sombronce.
Et il y a une excellente raison pour ça d'ailleurs. Maintenant, c'est l'heure de la question marrante. De tous les trucs qu'on a vus dans le musée au début du jeu, lequel on n'a pas encore croisé ? Ok, bon. Attendez, quoi ? Oh, fuck. Comment ça, Getter 2.3 km ? J'ai envie de mourir. Ok, alors. Voilà ce que je propose. On y va chill. On y va détente. On y va, ouais. 3 minutes d'oxygène restante, nique ta mère. Laisse-moi tranquille. J'ai plus de carburant. Ça va ? Bien ? Yes. Ouais, dans l'ensemble, ça se passe. Ça se passe plutôt bien. Je me suis cogné le pied. Ah! Comment ça? Ah! Aïe! Je me suis fumé le pied. Ah. À ce moment-là du live, j'ai tellement sursauté de peur que je me suis fracassé le pied dans le mur en face. Et un mois après, en écrivant le script de cette vidéo, j'avais toujours mal. Donc vraiment, après 20 ans à faire je sais pas combien de jeux d'horreur sans aucun problème, je me suis cassé un truc de peur sur Outer Wilds. L'astuce pour survivre à son bronze, c'est de comprendre que le truc qui capte la musique sert pas juste à venir jusqu'à la planète, il sert à savoir en quelle lumière on peut avoir confiance. Donc tu longes bien les murs de la grotte, tu t'approches d'aucune lumière qui est pas celle qui t'intéresse et tu finis normalement par trouver le crack qui s'est posé dans une base de crack dans le ventre d'un ancien poisson qui a probablement avalé une graine et qui a grandi à l'intérieur de lui. Je pense, après avoir passé en revue tous ces dialogues, ça lui pèse un peu d'être le crack pour tout le monde, ça lui pèse un peu d'être la personne que tout le monde admire sur Atrebois, et il est pas mécontent d'être dans un endroit où il y a zéro pression. Il me semble. Quoi qu'il en soit, si on lui demande gentiment, il nous explique comment aller dans le cœur de Léviat. Et ce qu'il nous dit, c'est « Frérot, je veux bien que t'envoies pas ta fusée au hasard dans le danger tout le temps, encore que tu découvrirais probablement plus de choses comme ça, et je veux bien que tu l'aies pas vu à l'œil nu, parce que c'est subtil, et il y a plein de choses à regarder. Mais utilise ton getter, par exemple. Il est fait pour ça, et il y a une affiche dans le vaisseau qui dit de s'en servir. » Et puis surtout, au moment où ils ont reproduit les typhons de Léviat dans l'observatoire sud, là t'aurais clairement dû le voir. Parce qu'ils tournent pas dans le même sens. Et si les typhons normaux t'envoient dans l'espace, devine où peut t'envoyer un typhon qui tourne dans l'autre sens. Ok, vous voulez savoir un truc marrant? Non seulement il y a plusieurs façons de se rendre compte que les typhons tournent pas tous dans le même sens, mais il y a aussi plusieurs façons de passer le courant. Dont une qui consiste à se barrer de la map dans l'espace loin, tellement loin que les planètes ne sont plus affichées par le jeu, tellement loin que notre soleil apparaît comme juste un point étoilé dans le ciel parmi d'autres, puis réactiver la prise de vitesse, tracer tout droit pendant 10 minutes et revenir avec une vitesse tellement stupide que tu traverses le système solaire en 1 seconde, et que tu passes de force la barrière. Je vous le montrerai pas dans cette vidéo parce que j'ai déjà pulvérisé mon quota de montage de 1 minute 30 avec de la musique. Mais voilà, maintenant il nous reste plus que la barrière électrique. Et la règle ici, c'est... J'ai pété la fusée. La règle ici, c'est qu'il n'y a que les méduses qui passent. Vous savez qu'elles sont pas originaires de Léviat, ces méduses? Elles sont originaires de Sombrons, la planète gelée qui était là avant. Et l'histoire, c'est quand Feldspar s'est crash sur cette planète gelée avant d'avoir un campement, il a survécu la première nuit comment? En dormant dans une des méduses. Et là, tu fais comment ça, la nuit dans la méduse? Dans la méduse, on peut entrer dans la méduse! Et c'est voilà. Et là, t'as compris que t'as ton taxi pour passer la barrière.
Ça c'est clairement pas une énigme que j'ai compris tout seul. Les gens qui pensent d'eux-mêmes à essayer d'entrer dans la méduse, je sais pas si je suis admiratif ou si j'ai jamais envie de les rencontrer. Messieurs, dames, le cœur de Léviat. Félicitations, vous êtes à 15 secondes d'une des plus grosses révélations du jeu. Que fait le module de pistage? Exactement ce qu'il est censé faire. Il suit la progression de la sonde, on la voit avancer là en temps réel, et elle en est à peu près à la moitié de son parcours. Pourquoi est-ce qu'elle en est à la moitié de son parcours? Parce qu'on a mis environ 10 minutes à arriver ici. Ok, question. Si je restais 12 minutes de plus dans cette pièce, qu'est-ce qui se passerait? Le soleil exploserait, oui, c'est très très vrai, mais surtout, la sonde arriverait aux confins du système en n'ayant rien trouvé. Ce qui voudrait dire que cette boucle, elle est inutile. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que la boucle recommence, le canon tire jamais dans la même direction? Parce que c'est pas un système de défense contre une catastrophe qui arrive, cette boucle temporelle, c'est un outil de recherche. Parce que c'est fou furieux de Nomai, on dit oui c'est vrai, tirer une sonde au hasard dans l'espace ça marche pas. Mais frérot, si je peux tirer un nombre infini de fois et faire comme si s'était rien passé à chaque fois que je me rate, c'est quoi mes chances du coup? La logique ce serait que même les Nomai aient pas conscience des boucles. Si le canon doit tirer des millions de fois, ils ont pas envie d'avoir à revivre des millions et des millions de boucles. Ils veulent pouvoir activer la machine et avoir l'impression qu'il s'est écoulé que 1 seconde et avoir des millions et des millions de résultats. Donc ils veulent être comme tout le monde, ils veulent ne pas se rendre compte qu'ils sont dans une boucle. Et idéalement, ils doivent vouloir que les statuts s'activent et leur fassent se souvenir des boucles que s'il y a un problème. Ou si ça a marché. Apparemment, au lancement 9 318 054, la sonde a trouvé quelque chose, un astre, planqué à la limite du système solaire, qui n'émet aucun signal et qui pourrait être quantique. Vous vous souvenez de cette sonde 9 318 054 C'est la première qu'on a vue dans le jeu. Quand j'ouvre les yeux la première fois en arrivant dans le jeu, ce que je vois en premier, c'est la sonde qui trouve l'œil, après 9 millions d'essais. Elle a parcouru le système pendant que je découvrais le village, et elle a trouvé l'œil à un moment pendant que j'étais dans le musée. C'est pour ça que quand je suis redescendu après avoir eu les codes de lancement, les statuts étaient activés. Et elle a ramené, bon, elle a pas ramené une photo, elle a ramené les coordonnées de où est cet astre. C'est super, mais bon, c'est des coordonnées Nomai, je sais pas quoi en faire, ma fusée pourrait pas les lire, et puis de toute façon, c'était pas mon but. Moi, je suis venu pour empêcher le soleil d'exploser. Ça, c'était le rêve des Nomai. C'est très bien, c'est très émouvant, mais je suis juste pas là pour ça. Ma question à moi, c'est comment j'arrête cette boucle infernale, et avant quand même, comment j'empêche le soleil d'exploser. Et là, vous savez, je commence à me dire que ces deux questions ont la même réponse. Je commence à avoir compris 2 ou 3 trucs au jeu, j'ai compris que les Nomai se permettent absolument tout, qu'ils ont peur de rien, j'ai vu Wakfu, je sais qu'il faut énormément d'énergie pour revenir dans le passé. Est-ce qu'ils sont suffisamment tarés pour avoir fait ce que je pense? Il y a une station Nomai sur le soleil quand même, donc ouais, c'est pas bon signe.
Les réponses finales sont sur la seule planète que j'ai pas encore explorée. Sablier rouge qu'on a boudé avec une très très bonne raison d'ailleurs, hein. Vraiment personne veut se perdre dans un labyrinthe de galeries qui se remplissent de sable, alors qu'il y a l'espace entier à explorer. Vous avez entendu le bruit que ça fait quand on se fait coincer par le sable ? Voilà, je dois vivre avec ce bruit dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours, maintenant vous aussi. Aussi, c'est une planète où tout disparaît très très vite, faut être hyper pas dispersé, et j'ai la fenêtre d'attention d'un enfant de 4 ans, donc c'est vrai que ça m'a pas aidé à trouver vite les trucs de sablier rouge. Pourtant, le jeu m'a prévenu très tôt qu'il y avait énormément de choses ici. Regardez, là, dès la première fresque, le vaisseau Nomai s'écrase, une capsule va sur gravité, une autre va sur des planètes en forme de sablier. Et me revoilà, 30 heures plus tard, face à une capsule de sauvetage comme au début du jeu, et ça va se passer exactement de la même façon. Je vais suivre les indications des survivants jusqu'à trouver la deuxième grande ville Nomai du coin, la Cité Obscure. C'est marrant parce que pour moi la Cité Obscure c'est la zone de fin du jeu alors que ça aurait parfaitement pu être la zone de départ pour n'importe quel autre joueur et donc elle est remplie de trucs qui m'auraient été extrêmement utiles en début de partie mais que j'ai compris par moi-même par la force des choses entre temps. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez que dans le premier camp de réfugiés sur Gravité il y avait quelqu'un qui cherchait sa tante Melora? Et bah sa tante Melora elle a atterri sur Sablier Rouge et elle a eu un apprenti là qui s'appelait Coléus et un jour Coléus a mystérieusement disparu après qu'elle l'ait laissé 3 secondes dans une grotte avec un drôle de caillou noir. Et cet idiot de Coléus, il était monté sur un caillou quantique à un moment où les lumières s'étaient éteintes. Et ça, c'était le jeu en train de m'apprendre que s'il fait noir et que je suis sur un objet quantique, je voyage en même temps que lui. Ils étaient en train d'essayer de m'aider pour l'énigme de la lune quantique, sauf que finalement j'ai compris le truc de la tour tout seul. Tu devais faire tout un passage dans un tunnel pour retrouver la pierre quantique et comprendre si Coléus s'en était sorti à la fin ou pas, et tu réalises, dans mon cas, nettement trop tard, que la présence de la pierre a rendu beaucoup de choses quantiques. Attendez, je suis revenu ? Non, je suis pas revenu, il n'y avait pas de cactus. Il n'y avait pas de cactus. Chill, on est toujours sur la route. Si je suis en train de refaire la route à l'envers, je vais faire la gueule. Ok, devant ou à gauche? Vas-y, on tente devant. Cactus, donc. Rock. Donc. Quoi? Quoi? Attendez, on est en train de se foutre de ma gueule. On est en train de se foutre de ma gueule de quoi? Bah mais non, moi aussi, mais... Ah frère, mais qu'est-ce que je fais du coup? C'est archi grave. Ouais, c'est... Et... Ouais, c'est trop... Ouais, mais non. Qu'est-ce que je fais? Au secours. Il y a d'autres trucs dans cette ville qui servent à rien mais qui sont adorables, genre les messages laissés par tous les gosses. Ilex, Solanum, toute la bande, quand ils étaient vraiment très jeunes, je pense que c'est leurs messages les plus anciens. Je pense qu'ils sont nés dans la Cité Obscure, et après on les a envoyés à l'école dans la Cité Suspendue. À quoi ça joue un enfant Nomai? Ça joue à Poisson Géant de Sombronce. Ils avaient une grotte avec un squelette de poisson géant de Sombronce que personne sait comment il est arrivé là. Et ils avaient cette version de chat où l'un d'entre eux était le poisson géant, il avait les yeux bandés, il devait attraper les autres. Et si j'avais découvert cette ville en premier, j'aurais découvert ces gosses dans l'ordre chronologique, je les aurais découverts ici, puis je serais arrivé à l'école dans Gravité et j'aurais fait « Oh, c'est les idiots qui jouent à Poisson Géant de Sombronce !» Bref, ça veut pas dire qu'il y a que des trucs déjà trouvés dans la Cité Obscure, il y a des trucs incroyablement importants dans cette ville. Tout au fond, il y a le laboratoire des hautes énergies. Et la quantité de trucs importants au mètre carré dans le laboratoire des hautes énergies, c'est une dinguerie. Déjà, est-ce que vous reconnaissez ce symbole ? Non, parce que sinon, sachez que vous devriez. Ok, dans ce laboratoire, ils travaillent sur ça. Ça, c'est un générateur de distorsion. Leur meilleure scientifique sur la Cité Suspendue, Poe, vous vous souvenez, elle était en mode « Oh là là, tout le monde compte sur moi pour créer un générateur de distorsion. Je sais pas si je vais y arriver. » Apparemment, j'en tiens un dans ma main, donc elle a dû s'en sortir, elle les a envoyés ici. Et ce qu'ils font ici, c'est... Ok, je vais vous montrer. Techniquement, ce que j'ai, c'est qu'une moitié de générateur, parce que ça marche en mettant une moitié noire avec une moitié blanche.
Et tada! Un générateur de distorsion, c'est un objet qui peut créer un trou noir. Et donc qui peut t'envoyer n'importe où. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont obstinés à vivre au-dessus d'un trou noir. Ils avaient besoin de l'original pour être capables de fabriquer ces petits trous noirs de poche. Maintenant, on va vous montrer une expérience encore plus drôle avec les générateurs. Ok, supposons, je vous remonte comment ça marche en balle. Tac, voilà, ça rentre, ça sort, ça sert à déplacer des objets. Peut-être des gens aussi, qui sait. Maintenant, je vais à l'autre bout du laboratoire. Et je vais prendre toute cette belle énergie qui sert à alimenter la cité obscure et je vais la rediriger dans le générateur de distorsion. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous avez vu ce qui vient d'arriver? Est-ce que vous avez compris ce qui vient d'arriver? C'est incroyablement important pour la suite. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. La dernière question que j'ai, et après on s'en va de cet endroit, c'est dans ce laboratoire où on utilise des trous noirs de poche, pourquoi est-ce qu'à l'étage, il y a des fresques avec les tours qu'on voit sur Sablière Noire? Si vous voyez pas, autre question. Est-ce que ce générateur de distorsion que je tiens dans ma main, c'est le premier que j'ai vu dans le jeu? Déjà, il y en avait un dans le toit de la navette, ce qui explique du coup comment les Nomai peuvent la ramener. Ensuite, quand les Atriens disent « on a fouillé un petit peu dans la technologie Nomai, ça a permis d'améliorer un ou deux trucs à nous », je crois que je vois ce qu'ils veulent dire. Et puis surtout, quand je suis tombé dans le trou noir la première fois, que je me suis fait rattraper par une station dans l'espace et que les Nomai m'ont ramené chez moi en me téléportant, si au lieu d'être concentré sur le cadran en face qui me disait quand ça allait partir, ou sur le ciel, j'avais regardé à mes pieds... Bah je me serais peut-être dit un truc comme tiens on dirait un mini trou noir et peut-être que 10 heures plus tard dans le jeu, je l'aurais reconnu dans le sol de toutes les tours de la Sablière Noire. Et ces tours, il y en a une qui ressemble à un geyser, il y en a une qui ressemble à un typhon, il y en a une qui fait penser à de la roche en train de s'effondrer, et je viens de trouver tous les téléporteurs du jeu en fait. Et du coup, la première tour qui sort du sol représente le soleil en fait. Et c'est comme ça que je suis censé aller sur la station solaire. Et ainsi de suite, après, les deux tours jumelles pour les sablières et tac tac tac. Les deux tours jumelles pour les sablières? Il y a un téléporteur pour Sablière Noire sur Sablière Noire? Je crois que je sais comment entrer dans le projet Sablière Noire du coup. Vous voyez, le jeu a fait très attention de diminuer les chances pour qu'un joueur tombe pas par hasard dans sa première boucle sur le plus gros secret du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous dissuader de prendre le téléporteur de Sablière Noire? Ils ont dit un téléporteur marche au moment où il est aligné avec la planète qui correspond. Ok, comment on aligne Sablière Noire sur Sablière Noire? Ça signifie être aligné sur le courant magnétique qui fait passer le sable d'une planète à l'autre. Et de fait, tu vois arriver ce truc, ton instinct c'est de te barrer, ce qui veut dire qu'en fait l'énigme est vraiment très très bien protégée. Réalisez quand même, et c'est sûr à 2000% qu'il y a un joueur malheureux sur cette terre, c'était sa première run, il a voulu s'abriter de la colonne de sable, il est rentré dans la mauvaise tour, il a marché sur la dalle et il s'est fait spoil l'intégralité du jeu seconde 1. Parce que maintenant qu'on est dans le projet Sablière Noire, tout est expliqué. Tout est expliqué, il y a tout sur ces murs, comment les masques servent à ramener les souvenirs, comment le canon servait à trouver l'œil, tout est marqué. Le seul truc qu'on n'a pas découvert par nous-mêmes avant d'arriver ici, c'est comment exactement marche la machine. Genre si j'ouvre l'intérieur de la machine, qu'est-ce qu'on va voir? Quand j'ai fait l'expérience dans le labo, et que j'ai envoyé plus d'énergie dans le générateur de distorsion, le guetteur est sorti du trou blanc avant d'entrer dans le trou noir. Il est remonté dans le temps. Et donc dans la machine,
Il y a un simple générateur de distorsion. Il n'y a pas besoin de plus. Rentrer dans un trou noir décale pas que dans l'espace, ça décale aussi dans le temps. Et j'aurais pu le savoir, c'est une simple erreur d'intersection. La première fois que j'ai pris ce fameux téléporteur qui m'a ramené sur Gravité, et je me suis dit, oh je connais ce symbole, je dois retourner à la cité suspendue. Je me suis pas demandé pourquoi en face de moi il y avait cette baraque. Innocemment construite à la surface de Gravité, elle a rien à foutre là, il y a des météorites qui tombent. Elle était là pour que je continue la piste. Parce que dans les murs de cette baraque, il y a un seul message, et c'est Poke qui dit « Ah c'est bizarre quand même ». Ça doit juste être une erreur des instruments, mais j'ai l'impression que les gens sortent du trou blanc une demi-fraction de seconde avant d'entrer dans le trou noir. Mais elle a été prudente, elle l'a envoyé au laboratoire des hautes énergies, et le laboratoire a dit « Mais tu avais raison, entrer dans un trou noir renvoie un millionième de seconde en arrière. Et tu sais quoi ? Plus on met d'énergie dans le générateur de distorsion, plus il y a de décalage. » Et là, il y a d'autres Nomai qui ont fait « Oh, les amis, on a une idée de canon avec une sonde pour éventuellement trouver l'œil. Est-ce qu'il y aurait moyen d'élargir ce décalage à complètement au hasard, disons 22 minutes. C'est le temps qu'il nous faudrait pour qu'elle aille jusqu'au bout du système. Vous pensez c'est possible ?» Et à ce moment-là, Pai, complètement déraisonnable Pai, déraisonnable même pour une Nomai, la meilleure scientifique dans la cité obscure, a dit « Bon, les amis, on dévie toute l'énergie de la ville, on n'obtient même pas une seconde de décalage. Vous voulez 22 minutes ? Vous voulez 22 minutes ? Il va vous falloir une supernova. » Ok, puisqu'on est à la fin de l'aventure, c'est le moment de récapituler comment marche le projet Sablière Noire. Je sais que toi qui regardes la vidéo, t'as déjà tout compris, je récapitule pour les autres. Au début, le canon tire. La sonde traverse le système solaire. Au bout de 22 minutes, quand elle a rien trouvé, elle envoie un ordre à la station solaire qui fait péter l'étoile. Protégé par son enveloppe en roche d'Atrebois, le générateur dans la Sablière Noire capte l'énergie de la supernova avec ses panneaux solaires et il ouvre un trou noir avec suffisamment d'énergie pour renvoyer 22 minutes en arrière. Et tout ce qu'il envoie dans le passé, c'est 2 informations, rien de plus. Il envoie le résultat du tir et un ordre pour tirer à nouveau. Et on se retrouve 22 minutes en arrière avec un canon qui possède des informations qui ne sont pas censées exister. Et on tire de nouveau. Et on fait ça en boucle jusqu'à ce qu'une sonde pense avoir trouvé l'œil. À ce moment-là, les statues s'activent, elles se lient aux Nomai les plus proches, et à partir de cet instant, en plus des informations du canon, on renvoie également dans le passé les souvenirs de ces gens stockés dans les masques. Ces Nomai meurent une première fois, réalisent qu'ils sont dans une boucle et arrêtent la station solaire. Pour eux, il s'est écoulé 22 minutes, et ils sont morts une fois dans une supernova, ce qui a dû être désagréable. Mais pour tous les autres Nomai, qui n'ont jamais été liés à des statues, il s'est écoulé 1 seconde. Ils ont activé le projet Sablière Noire et ils ont instantanément obtenu les résultats de millions et de millions de tirs. Ma théorie, c'est qu'un Nomai a survécu et que c'est lui le 3e masque. D'une façon ou d'une autre, il a survécu à ce qui a tué les autres. Il est resté en stase pendant des milliers d'années, il s'est réveillé, ou juste il vient d'un autre clan. Il y a plein d'autres clans de Nomai ailleurs dans l'espace. Il a trouvé le projet Sablière Noire, il l'a activé. C'est forcément un Nomai. Quelqu'un d'autre n'aurait pas les compétences pour lancer le canon. Le truc c'est, ça fait 50 boucles que je joue. On est loin au-delà de la boucle qui a trouvé l'œil, pourquoi il l'a pas encore arrêté ? Qu'est-ce qui lui est arrivé sur la station solaire ? Ok, aller sur la station solaire est relativement simple. Il faut arriver sur Sablière Noire tôt, rentrer dans la tour qui ressemble au soleil, trouver le téléporteur, y aller. C'est aussi bête que ça. Le problème c'est, la run où j'ai finalement compris que les tours sont des téléporteurs, je suis arrivé trop tard dans celle du soleil et le sable était parti et il avait été remplacé par des cactus. Et étant toujours un gamer conditionné à ne jamais partir du principe que la solution c'est juste de revenir à un autre moment, je me suis pas dit que j'étais là trop tard. Donc je suis resté là comme un idiot pendant 10 minutes, puis j'ai décidé de brute force l'énigme. Mais j'ai un peu... Ok, c'est parti. Mais... Ok, c'est reparti. Aïe. Attendez, je récupère mon turbo, on y est. Oh, very good. Oh yes. Tour du soleil et... Hein ? faut aller se faire foutre.
C'est super grave. Et c'est là qu'on m'a fait remarquer qu'il y a un succès pour les gens qui vont sur la station solaire sans utiliser le téléporteur, donc en vaisseau. Et vous allez me dire, tu l'as fait que pour frimer. Alors, déjà, j'ai une future belle famille à impressionner. Mais vraiment, maintenant, longtemps après, en sachant ce que je sais, je suis prêt à parier que je n'aurais jamais pensé à juste revenir plus tôt. C'est contraire aux lois du gaming, en fait. La station solaire est plus dure que l'intrus, plus dure que le canon orbital. C'est le truc le plus difficile que tu puisses faire avec une fusée de très très loin. Le problème est pas juste que si tu frôles le soleil c'est mort, c'est que le soleil attire, très fort même. Regardez, là j'ai aucune accélération par rapport à lui et je lâche les contrôles. Immédiatement je me fais attirer et plus je vais être proche de lui, plus ça va être violent. Je peux me maintenir... Ah c'est trop tard, je peux plus résister. Par contre si je fais ça... Non, s'il te plaît. Et ça sert à rien de foncer sur la station, elle est bien trop petite, elle va bien trop vite. Donc ce que tu dois faire c'est arriver, prendre la courbure du soleil et réussir à surfer sur la surface. Si t'es un tout petit peu trop rapide ou trop vers l'extérieur, l'effet de fronde te dégage. Et si t'es un tout petit peu trop lent ou trop vers l'intérieur... Ah, j'ai troll. Ah, j'ai troll. Tu dois rééquilibrer ta direction et ta vitesse tout le temps dans un jeu où on t'a habitué à faire des grandes lignes droites et dans un jeu où t'es censé utiliser tes instruments pour te déplacer, tu dois tout faire à l'aveugle parce que t'es beaucoup trop proche, tu vois rien. Donc, au début, tu passes 15 boucles à faire des grands plongeons dans le soleil et puis au bout d'un moment, tu commences à sentir la vague. 200, pas horrible. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. À 200, on surfe, hein. À 200, on surfe, hein. Une fois que t'as les bases, c'est parfait. Faut juste réappliquer tout ce qu'on vient de voir en arrivant avec la trajectoire parfaite et le timing parfait pour intercepter la station. Là, vous vous rendez pas compte qu'à la... Non, là, regardez en bas à gauche, je suis en train de massacrer les propulseurs vers le haut. À la seconde où je lâche les propulseurs, je décolle en fait, je suis pas collé au truc, hein. Voilà, vous voyez ça? Non, je suis pas posé, hein. Je suis juste là, genre. C'est tout ce que je peux faire. Au moment où tu penses que le pire est derrière toi, tu réalises que l'entrée est en face, qu'elle est beaucoup trop petite pour la fusée, et donc que sur les 30 derniers mètres, t'y vas à pied en fait. Et si tu pensais que c'était dur de se contrôler avec les propulseurs de la fusée, attends d'essayer avec les ridicules trucs qu'il y a sur la combi. Bon, attends, on va faire un test. J'ai la combi? Ouais. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ça va très vite. Ah, je vais trop vite. Attends, je me concentre. Mais collez-moi, vous êtes sérieux? Allez, allô. Let's go.
Vous constaterez que ça fait un moment qu'il n'y a eu personne de vivant dans cette station, mais j'avais dit qu'au moment les plus importants du jeu, vous auriez le traducteur dans la main. Yaro, qu'est-ce qui s'est passé? La station solaire a pas tiré? Elle a tiré, répond Pai, mais ça a échoué. Il y a eu quelques minuscules changements en surface, mais l'étoile a à peine réagi. De toute évidence, la station solaire est loin du compte, elle sera jamais capable de faire exploser l'étoile. En vérité, c'est vraiment une horrible nouvelle parce que ça veut dire que l'explication de pourquoi il explose est celle qui est donnée dans le musée, dans l'expo sur le soleil en papier mâché. Et le résumé de l'exposé, c'est une étoile fait de la lumière et de la chaleur en brûlant de l'hydrogène. Et le jour où il n'y a plus d'hydrogène, le cœur commence à s'effondrer sur lui-même, il fait encore plus de chaleur, il éloigne la couche extérieure qui grossit et qui devient de plus en plus rouge parce qu'elle est en train de refroidir en fait. Si l'étoile est petite, la couche extérieure continue de s'éloigner, elle échappe au cœur, elle se dissout dans l'espace, le cœur s'éteint de son côté, c'est tout ce qui se passe. Mais si l'étoile est suffisamment grosse, il y a assez d'attraction pour qu'elle garde sa forme jusqu'à la fin. Elle va continuer à brûler tout ce qu'elle peut brûler, il n'y a plus d'hydrogène, elle va brûler de l'hélium, puis du carbone, puis de l'oxygène. Mais à un moment, elle aura plus rien. Et dans cet instant-là, cette étoile qui a gardé la même forme pendant des milliards d'années, parce que la production d'énergie et la gravité étaient en équilibre, soudain, elle n'a plus la moindre parcelle d'énergie à donner. Et en une seconde, la gravité la broie. Et tous ces éléments qui composent l'étoile, qui sont pas partis au loin parce qu'elle était suffisamment lourde, percutent le cœur si fort, si vite, que l'explosion qui en résulte rase le système tout entier en fait. Le soleil est pas en train d'être attaqué, et il est pas en train d'être utilisé pour une expérience bizarre. Il est vieux. Et il est en train de mourir. Et Chert le sait, parce que Chert est le seul membre du programme qui regarde le ciel, et donc à chaque boucle, il se rend parfaitement compte de ce qui se passe, et on aurait appris beaucoup de choses. Dans ce jeu où on court à droite à gauche tout le temps parce qu'on a que 22 minutes, on aurait appris énormément de choses juste en restant 22 minutes avec elle. Parce que non seulement elle se rend compte que le soleil explose, mais elle voit un truc qu'on aurait dû voir il y a bien longtemps. Ça c'est une image du ciel en début de boucle, et ça c'est une image du ciel en fin de boucle. Parce que c'est pas que notre soleil. C'est l'univers tout entier qui est en train de s'éteindre. Et si on lui parle en fin de boucle, elle dit pas « Oh là là, c'est probablement la faute des Nomai », elle dit « Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on ait si tard ?» Tiens, qu'est-ce qui est arrivé aux Nomai d'ailleurs? J'étais à 1 mètre de le découvrir au premier voyage. Oh mais je suis dessus, mais quelle dinguerie! Non mais quelle dinguerie! Non mais j'espère que vous êtes fiers de moi! Je peux descendre là-dedans? Non, c'est de la glace, c'est de la glace, ok. Si j'avais pas été occupé à regarder en l'air et à rigoler, j'aurais vu que le soleil avait fait fondre la glace et révélé un chemin pour aller dans l'astéroïde. Et à l'intérieur, j'aurais trouvé Poke et Pai, les deux représentantes des deux villes, qui étaient trop heureuses d'explorer le nouvel astéroïde qui venait tout juste d'arriver dans le système, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'à l'intérieur de cet astéroïde, il y avait un cœur qui renfermait une matière toxique, qui était sur le point d'exploser et de recouvrir tout le système. Vous voyez les cristaux bleus là, très jolis? En fait, ils indiquent la présence d'une matière qu'on peut pas voir à l'œil nu, seulement en photo, et qui tue les gens s'ils s'approchent trop. Apparemment, c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans ce système solaire, et ça se dissout naturellement au fur et à mesure du temps, donc dans un siècle ou deux, il y aura plus besoin de la base. De toute évidence, elles ont jamais eu le temps de s'enfuir. Mais si la matière fantôme a recouvert tout le système, comment les Atriens ont survécu? C'est même possible de les voir passer si on reste en orbite, et ça permet de découvrir des petits trucs rigolos, genre la matière fantôme marche pas sous l'eau. Et si on mine là où on avait prévu à la base, on va fumer l'environnement de ces adorables petits poissons bleus à 4 yeux. Et ce serait juste dommage. Et le troisième masque était lié à la statue qu'on avait vue dans le module de pistage. Parce que le troisième masque est là pour que le canon garde le compte de tous les tirs. Il n'y a pas de nouveaux Nomai arrivés 10 000 ans après, et les Atriens ne seront jamais une super race avancée qui se balade à travers l'espace comme les Nomai, parce qu'ils sont nés à la fin de l'univers. Et je suis pas en train de faire monter la sauce en mode « Ah, je m'apprête à vous révéler comment on les sauve ». Il n'y a rien à faire. Il n'est pas possible de sauver qui que ce soit, il n'est pas possible de faire revenir l'univers en arrière, il n'est pas possible d'empêcher le soleil d'exploser. C'est pas ce genre de jeu. C'est pas un jeu où tu sauves le monde. C'est un jeu où tu acceptes que c'est fini. Et maintenant vous savez pourquoi un jeu sur l'exploration spatiale a un thème aussi nostalgique.
Ok, question de game design. Pourquoi s'embêter, du côté des devs, à nous expliquer comment marche le projet Sablière Noire? Parce que les règles de la science-fiction sont extrêmement claires. Les anciennes races aliens avancées ont tous les droits. Si les devs avaient dit « Oh, les Nomai ont une machine qui renvoie dans le passé », tout le monde aurait dit « Oui, il n'y a pas de galère ». Pourquoi alors s'embêter avec toutes ces histoires de trous blancs, trous noirs, générateurs de distorsion, mais si tu mets de l'énergie dedans, il renvoie dans le passé, gna 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 gna. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est sur les générateurs de distorsion, les Nomai ont dit à Poke « Yo Poke, fais-nous un générateur de distorsion ». Exactement dans ces termes. Ils n'ont pas dit oh là là, on est échoué sur un système, on a besoin d'un truc pour aller d'une planète à l'autre, fais-nous un machin qui peut se téléporter. Non, 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 non. Ils ont dit Poke, s'il te plaît, fais-nous un générateur de distorsion. T'as pas des noms tout près comme ça pour des trucs que t'as pas encore inventés. Donc c'est une technologie qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont perdue, probablement pendant le crash. Probablement parce que les Nomai les plus importants sont restés en arrière pour que les jeunes puissent monter dans les navettes. Et donc ces jeunes Nomai échoués, immédiatement ils demandent à Poke, la jeune apprentie brillante, de refaire des générateurs. Pourquoi ? Parce que c'est leur technologie la plus importante. Elle bouge les gens, elle bouge les navettes, et probablement qu'elle bougeait le vaisseau. Vous voyez, ça fait des années que les Atriens se demandent comment les Nomai pouvaient sauter d'une étoile à l'autre. Je pense qu'un vaisseau qui ouvre des trous noirs, ça marche. Et vous savez, quand j'essayais d'empêcher ma planète d'exploser, j'ai trouvé les coordonnées d'un truc. Et ça pourrait n'être qu'une planète avec un signal un petit peu étrange, ou ça pourrait être le plus grand mystère de l'univers. Mais les Nomai étaient prêts à absolument tout pour le trouver. Et maintenant je suis là, bloqué à la fin des temps, avec rien de mieux à faire que d'aller voir si le projet Sablière Noire a vraiment marché. Ça sert à rien que je mette les coordonnées dans ma navette, elle parle juste pas la langue. Par contre, un authentique vaisseau Nomai, lui il peut m'emmener jusqu'à l'œil. À condition que son générateur à lui soit pas cassé, et il l'est, c'est à peu près certain qu'il l'est. Parce que s'ils avaient réparé le vaisseau, ils l'auraient bougé, et on l'aurait vu dans une des villes. Aussi, ça fait depuis le début du jeu qu'il y a Ilex qui chouine que « Oh là, on est des nomades et personne veut réparer le vaisseau ». Faudra donc y aller avec un générateur pour remplacer celui du vaisseau. Ça vous aura pas échappé que tout ce qu'on a vu depuis le début c'est des moitiés de générateurs, soit blanches, soit noires, faites pour être placées loin l'une de l'autre. Un vrai générateur complet, on en a vu qu'un. Poke en a fait qu'un. Voilà pourquoi le jeu s'est embêté à m'expliquer qu'on revient dans le passé grâce à des trous noirs. Le vaisseau et la machine ont besoin du même objet. Et si je prends ce générateur, c'est la fin. C'est la vraie fin. Déjà, j'aurais plus la sécurité de la boucle. Je meurs pour n'importe quelle raison et le générateur est pas dans la machine, c'est ma fin et c'est la fin de tout l'univers avec. Ensuite, même si je trouve le vaisseau, je le fais repartir et miraculeusement je trouve l'œil, il n'y a aucun monde où je trouve l'œil et je suis revenu à temps pour rendre le générateur avant la fin des 22 minutes. Donc quoi qu'il arrive, si on essaye, c'est fini. Et ça veut aussi dire que je débranche la machine qui garde les Atriens en vie. Mais les Atriens, leur heure, elle est arrivée il y a 9 millions de boucles. Et c'est pas un jeu où on sauve le monde. Excellent, excellent. Très très émouvant, très très bien. Ce serait le bon moment pour lancer un montage avec de la musique et tout, bam bam. Mais personne sait où est le vaisseau en fait. Enfin si. Ok, il est représenté pris dans des ronces. Donc tout le monde a compris où est le vaisseau. Il y a une seule planète dans ce foutu système qui correspond à la description. Le truc qui est embêtant, c'est s'il est sur son bronze et je l'ai toujours pas trouvé, ça veut dire qu'il est au fond de la planète, derrière le couloir où il y a les 3 énormes poissons que j'ai jamais réussi à passer sans me faire grailler. Mais j'étais pas passé sur la sablière rouge à l'époque. Et entre-temps, j'ai trouvé les gosses qui jouent à poisson géant de son bronze, dont un avec les yeux bandés. C'était pas pour rendre la tâche plus difficile au chat, c'est parce que ces gosses avaient compris que les poissons sont aveugles. Et aussi, vous savez quoi ? Les propulseurs, ça fait du bruit, mais quand on lâche les propulseurs, la fusée garde du momentum. Donc, attendez, vous réalisez pas les implications. Ça veut dire qu'au moment où je vais avoir l'objet le plus précieux de l'univers entre les mains, le moment où rien peut mal se passer, le plan c'est quoi ? Le plan c'est accélérer à toute berzingue vers son bronze, lâcher les propulseurs, passer à 1 mm de la tête des poissons et prier pour qu'on ait bien compris ce que les gosses voulaient dire, que les poissons sont bel et bien aveugles. Ça va, c'est voilà, le dernier voyage, le dernier truc que je vais faire dans l'univers, c'est ça va bien se passer. Je pense franchement, ça passe.
Son bon. Where is son bon? Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe quand l'œil est observé par un observateur conscient en fait? Qu'est-ce que je vois? Connexion perdue, rien que ça. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Ah mais il est vraiment perdu! Ah il est perdu genre! Rendez-moi mon guetteur! Oh et où? Les joueurs sont partagés au moment d'expliquer ce qui se passe sur l'œil. Pour certains, quand l'univers commence à s'éteindre, l'œil envoie un signal, parce que comme tous les objets quantiques, il a besoin d'être observé pour s'arrêter sur une forme. Sauf que, il n'est pas juste un caillou ou une lune, il est tous les futurs univers. Et la forme de cet univers futur dépendra des expériences de la personne qui arrive sur lui. D'autres pensent que ni l'œil ni l'univers ont besoin du joueur, qu'on a fait le voyage par pure curiosité, et que le cycle naturel, de fin des étoiles, puis Big Bang, puis nouvel univers, arrive naturellement quoi qu'il arrive. Et il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de nouvel univers à la fin, et que dans ces derniers instants, le personnage principal utilise juste les pouvoirs de l'œil pour voir ce qu'il a le plus envie de voir. Mais la dernière musique du jeu s'appelle 14,3 milliards d'années plus tard, et la dernière image montre de nouvelles planètes en train de se former. Si seulement il y avait moyen d'être sûr que cette image est vraie.